Nous allons essayer au cours de ces 2 heures d'instaurer un espace d'échange sur cette thématique qui nous avait paru, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, assez fondamentale, même si elle s'éloigne de mon métier de chiffre, puisque nous sommes généralement plutôt proches des entreprises et accompagnateurs de ces entreprises sur la problématique et donc plutôt sur la partie haute, on va dire, dans les problématiques d'entreprise. Nous allons aussi essayer de décoder les éléments qui sont plutôt relatifs aux besoins. Nous avions fait état un petit peu de ces modifications, ces mutations que vit notre société aujourd'hui, à la fois au niveau des besoins, donc des modes de consommation. On avait parlé de la durée de vie qui s'allonge, la démographie qui a été galopante, on va le rappeler par quelques chiffres, les défis énergétiques. On rappelle souvent que la Réunion est une terre porteuse d'atouts pour les problématiques énergétiques. On veut effectivement voir comment est-ce que les entreprises réunionnaises de la zone océanique peuvent se projeter dans ce contexte-là. Et également des nouvelles générations qui consomment de façon complètement différente. Par rapport à tous ces enjeux, il nous était paru important de pouvoir positionner la problématique en disant comment est-ce que les chefs d'entreprise, comment les entreprises réunionnaises se positionnent sur ces questions importantes et le thème qui avait été fixé, à la fois les métiers de demain, mais surtout quel métier auront-elles besoin de demain. Quels sont les métiers qui existent aujourd'hui, qui évoluent, quels sont ce type de questions. Encore une fois, le fil conducteur, lorsque nous avons préparé l'atelier avec Justine et également avec les membres ici que je salue, je présenter rapidement, avait été principalement d'instaurer un espace d'échange. Le but sera de vous présenter pendant quelques minutes un état des lieux de la Réunion, que chacun des chefs d'entreprise qui représentent ici un secteur bien particulier puisse vous présenter sa vision des choses, les problématiques qu'ils peuvent voir à leur niveau, et ensuite de faire une interaction avec vous au niveau de la salle. Donc, pour cette animation, Philippe Fabin, directeur de la société Sagis, a bien accepté, je le remercie chaleureusement, de vouloir porter cette animation, de nous faire une présentation. C'est lui qui va faire la partie introductive et qui va nous aider à animer un petit peu cet espace d'échange avec vous. Et je vais vous le présenter dans l'ordre que vous voyez sur l'estrade. Donc nous avons à votre droite Rinda Ramassami, qui est professeur à l'université de Maurice, dans le département d'agriculture, qui va nous donner un petit peu sa vision à elle du marché mauricien, en tout cas la vision qu'on peut avoir d'une personne qui connaît bien le marché mauricien, que ce soit en termes d'entreprise ou en termes d'information. François Gauvrit, que je remercie, qui est directeur général de Crédor, qui, dans le même secteur d'activité, sur le domaine d'agroalimentaire, nous avons cité effectivement notre population qui grandit, donc qu'est-ce que ça demande comme adaptation et comme ressenti. Donc François Gauvrit sera présent pour nous donner un petit peu son témoignage. Johnny Dijou, qui est le directeur de Proxime Service, que je salue également. Proxime Service qui est évolué dans le secteur de service à la personne. On le dit, à La Réunion, en plus de l'évolution démographique, on a aussi effectivement un vieillissement de la population, comme le connaît de toute façon notre hexagone, et forcément ça engendre un certain nombre de besoins nouveaux qu'on souhaite effectivement évoluer ici, donc il pourra nous donner son témoignage. Et enfin, nous avions prévu au départ l'intervention de Michel qui a dû se décommander, mais je souhaite remercier ici, sur votre gauche, Harry Radafinari, qui est également référent, bonjour, je vous remercie, qui est référent sur la partie des énergies renouvelables, qui pourra, lui, à son niveau, témoigner un petit peu des problématiques énergétiques au combien sensibles au niveau de la réalité. Voilà, donc on est très heureux de vous accueillir, et on va démarrer cette partie introductive avec un état des lieux qui va nous être présenté par Philippe Fabin. Merci. Alors, en premier lieu, le facteur démographique. Vous savez que la Réunion doit atteindre, d'après les démographes et d'après l'INSEE, ce qu'on appelle sa transition démographique d'ici 2030-2040 à peu près. La transition démographique, ça veut dire que c'est le moment où la courbe de croissance de la population commence à s'infléchir, parce qu'on est actuellement dans une période de croissance de population qui est importante, et c'est le premier facteur de développement de la Réunion depuis une cinquantaine d'années. Sur 50 ans, en gros, la population réunionnaise aura doublé. Alors, on est minuscule à l'échelle du monde, mais comme vous l'imaginez, tout ce que ça suppose localement, le doublement d'une population résidente, c'est d'un impact qui est très important. En gros, on a, pour fixer les chiffres rapidement, on a aujourd'hui à peu près 850 000 habitants dans l'île.
On devrait être 1 million d'ici 2030 à peu près. Donc on a 150 000 personnes de plus à loger, à nourrir. C'est l'équivalent à peu près d'un peu plus qu'une ville de Saint-Denis en plus sur le territoire. Il n'y a pas uniquement les ménages, il n'y a pas uniquement les individus qui sont l'objet d'une croissance démographique. Les ménages vont croître plus rapidement que le nombre d'individus. On est à peu près aujourd'hui à 285 000 ménages dans l'île, un peu moins de 300 000, et on devrait tutoyer les 350 375 000 d'ici 2030. Aujourd'hui, la structure des ménages réunionnais a déjà beaucoup évolué. On l'ignore parfois, mais la taille moyenne des familles réunionnaises aujourd'hui, c'est 3 personnes. D'accord ? Pour le comparer, sur l'ensemble du territoire national, on est un peu au-dessus de 2 personnes aujourd'hui. Donc c'est probablement vers cette valeur-là qu'on va tendre progressivement et lentement. Au-delà du fait démographique, sur le nombre lui-même, il y a quelque chose qui va fortement se modifier dans les années qui viennent, c'est la structure de la population en termes d'âge. On a aujourd'hui, ce qui est une énorme chance pour le territoire, mais ce qui est un grand défi aussi, une population très jeune. On a une pyramide des âges à La Réunion qui ressemble absolument pas à celle de l'Hexagone. Mais là aussi, les choses vont converger et très concrètement, le nombre de personnes âgées de plus de 60 ans va doubler. On a aujourd'hui à peu près 100 000 personnes de 60 ans ou plus dans l'île. On va passer à plus de 200 000 dans une quinzaine d'années. Et ça aussi, ça induit naturellement du développement dans quantité de secteurs qui sont des secteurs dédiés aux personnes âgées. La mutation de la population, elle va s'inscrire dans un cadre où il faut comprendre qu'on est à un moment, là depuis 4-5 ans, on est à un moment de total changement de la dynamique économique réunionnaise. Ça, c'est un point qui est très important parce que, comme vous pouvez le voir, jusqu'à ce qu'on appelle la crise, c'est-à-dire jusqu'à 2008-2009, la Réunion, et ça c'est valable depuis le début des années 90, donc la Réunion, les 30 glorieuses réunionnaises, ou les 25 glorieuses réunionnaises, en gros, c'est 1990, 2007, 2008, avec un taux de croissance moyen annuel, un taux de croissance en volume, donc pas le quai de l'inflation, de l'ordre de 5% par an. Tous ceux qui suivent les actualités nationales, européennes, savent bien qu'un tel taux ferait rêver n'importe quel pays du Nord actuellement. Ce qu'il faut noter, et ça c'est un enjeu absolument déterminant pour le territoire, c'est que naturellement, avec un historique de croissance de l'ordre de 5%, on surperforme très largement le niveau national. La crise a conduit à quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis plusieurs décennies. C'est-à-dire que la crise locale, ce qu'on a appelé un petit peu la double peine à La Réunion. C'est-à-dire que La Réunion a été impactée par la crise globale, et il y a eu en plus un facteur strictement local qui a été l'effondrement du BTP, qui a été simultané, concomitant à l'arrivée de la crise globale. Le BTP a perdu plus de 10 000 emplois, c'est la fin principalement des grands travaux et surtout des dispositifs de défiscalisation. Pendant la période de plus forte croissance, les 2 secteurs économiques qui contribuent le plus à la création d'emplois sont le BTP et globalement la sphère des services. Services aux entreprises ou services à la personne. En gros, entre 2000 et 2008, La Réunion a réussi à faire baisser le chômage d'1 tiers, ce qui est un score assez inédit, jamais vu sur le territoire français. Un niveau de chômage qui baisse d'1 tiers, en moins de 10 ans, c'est quelque chose d'absolument remarquable. Donc le modèle réunionnais, il a fonctionné entre 2000 et 2008, pour des raisons qu'on ne pouvait pas toutes prolonger dans l'avenir. On sait très bien que notamment les dispositifs de défiscalisation qui ont produit beaucoup de logements intermédiaires avaient des inconvénients par ailleurs. Mais ce qu'il faut noter, c'est que sur cette période-là, contrairement à ce qu'on entend parfois, La Réunion a été capable, alors non seulement elle a été championne de France pendant presque 8 ans en termes de création d'emplois, mais surtout on a créé pendant cette période davantage d'emplois à La Réunion qu'il n'arrivait de jeunes chaque année sur le marché du travail.
il y a à peu près entre 6 et 7 000 jeunes à peu près qui arrivent chaque année sur le marché du travail. D'accord ? Le problème de la période actuelle, comme vous le voyez ici, c'est que non seulement de manière inédite, la croissance réunionnaise a réussi à passer en dessous de la croissance nationale, mais surtout, elle est actuellement dans une phase extrêmement molle. Et cette phase de croissance extrêmement molle, ça a comme conséquence qu'on ne crée plus d'emplois nets supplémentaires de manière significative localement. Ça veut dire que l'enveloppe globale des rémunérations n'augmente plus comme par le passé et que ce que ça touche principalement, c'est ce qu'on appelle la consommation des ménages. On dit souvent que la Réunion a fait son développement sur des transferts publics. C'est vrai, mais pas que. Un des facteurs qui a le plus impacté la croissance réunionnaise dans les années 90, c'est pas uniquement les transferts d'argent public, c'est aussi, voire surtout, la mise à niveau des salaires au niveau national. Il y avait auparavant un SMIC local qui n'était pas le SMIC national. Ça a été normalisé dans les années 94-96. Pour vous imaginer, en 2 ans, un ménage d'ouvriers réunionnais a vu son revenu augmenter de 25% et un ménage d'employés a vu son revenu augmenter de 35% en moyenne. Tout ça, ça a alimenté la consommation des ménages. Donc c'est là où on a vu fleurir les super et les hypermarchés, les concessions automobiles, j'en passe et des meilleurs. Et la consommation des ménages, à elle seule, elle explique environ les 2/3 de la croissance d'avant-crise. Donc on avait un cercle vertueux avec une croissance forte, beaucoup de création d'emplois, donc beaucoup de transformation de ces emplois en revenus, d'où consommation des ménages très dynamique. En gros, vous pouvez retenir le chiffre de 5%. On avait 5% de croissance par an des revenus, 5% de croissance par an des emplois et 5% de croissance économique tout court. Et donc tout ça fonctionnait de cette manière-là. Aujourd'hui, ces chiffres font partie du passé. Et c'est probablement une des raisons majeures pour lesquelles une journée comme celle d'aujourd'hui est importante. C'est-à-dire que le modèle avec lequel on travaillait, aujourd'hui, c'est un modèle qui produit ça. L'économie résidentielle réunionnaise, c'est-à-dire la seule demande locale aujourd'hui, elle ne suffit plus à produire la croissance qu'on a connue dans les années précédentes. Donc ça suppose forcément de trouver de nouvelles activités productives et forcément d'exercer des nouveaux métiers. Donc on est en plein cœur de la thématique d'aujourd'hui. Alors, dans quel secteur on peut imaginer trouver des nouveaux métiers demain? Objectivement, dans tous. Ma proposition, c'est de se focaliser sur quelques secteurs clés qui font partie de la stratégie réunionnaise. Comme ça, on sait un petit peu de quel cadre on part dans ce domaine-là. Alors, naturellement, il y a un domaine qui est à la fois au plan global un domaine en pleine mutation et qui interroge la Réunion très directement, c'est le domaine de l'énergie. Le débat global, il est sur le changement climatique, il est sur la raréfaction des ressources hydrocarbures, donc le débat global de transition énergétique, pas de raison que la Réunion y échappe. Maintenant, là où la Réunion est dans un cadre très spécifique par rapport à tout cela, et par rapport à la France, c'est qu'il y a un projet local qui est un projet ancien d'indépendance énergétique. Aujourd'hui, en gros, l'énergie consommée à La Réunion, elle est principalement importée, et c'est principalement 2 choses. C'est du carburant pour nos voitures, et du charbon, ou du fuel pour notre électricité. On a un peu de production d'électricité hydroélectrique à Takamaka. On a une petite partie de production électrique sur des ressources locales avec la bagasse, en période de coupe de canne, qui alimente les 2 centrales électriques de Bois-Rouge et du Gol. Mais globalement, on a un mix énergétique à La Réunion qui repose principalement sur de l'importation de ressources fossiles. L'importation, ça coûte de l'argent. Et on sait que ce modèle, dans un cadre de transition énergétique globale, c'est un modèle qui n'est pas viable à long terme. Et donc, dans les années qui viennent de s'écouler, 2 dispositifs majeurs ont été mis en place pour accélérer la transition énergétique locale, et La Réunion est aujourd'hui très en avance sur le national, notamment dans le domaine photoélectrique. C'est la première fois depuis au moins une trentaine d'années que la croissance réunionnaise en volume n'atteint même pas le taux de la croissance démographique.
Ce qui veut dire concrètement que si vous neutralisez l'effet démographique, on est actuellement en récession sur la consommation des ménages. Les ménages réunionnais dépensent de moins en moins d'argent à périmètre comparable, pour reprendre une expression comptable, parce que je vais essayer d'en caser une ou deux, mais à périmètre comparable démographique en tous les cas. Donc ça, c'est la phase dans laquelle on se trouve à cet égard. Et si vous voulez, les nouveaux métiers, c'est-à-dire globalement, le changement du modèle économique réunionnais, il est aujourd'hui une impérieuse nécessité parce que tout le tissu économique assis sur la consommation des ménages, et c'est à peu près le cas de toute l'économie réunionnaise, certains secteurs moins que d'autres, mais globalement, quand vous regardez, la majeure partie de l'économie réunionnaise, aujourd'hui, des entreprises vivent de la consommation des ménages, directement ou indirectement. Donc dans une phase comme celle-là, vous comprenez bien que si on ne rallume pas des moteurs de croissance, globalement, très concrètement, les 6 à 7 000 jeunes qui arrivent chaque année sur le marché du travail, il y a 10 ans, on pouvait se poser la question de la mobilité avec une espérance forte de retour et d'insertion professionnelle locale. Dans une économie comme celle-ci, les chances d'insertion, elles sont en chute libre, objectivement. Et la mobilité qui peut devenir, dans ces cas-là, une option nécessaire pour les individus, est aussi un appauvrissement du territoire. Quand vous regardez au mondial, les régions qui se dépeuplent, c'est toujours des catastrophes annoncées. Enfin, je ne connais pas de modèle vertueux de développement local assis sur une dynamique démographique négative. Surtout quand ce sont les gens les mieux formés qui partent. Donc là encore, ça oblige le modèle réunionnais à entrer dans une phase de transition, et il vaudrait mieux le faire vite, parce que si les jeunes en question ne s'expatrient pas, dans 10 ans, on a 70 000 jeunes au chômage de plus dans cette île. Oui ? Ce que vous parlez du modèle réunionnais, c'est un peu modèle français aussi actuellement. Alors, ce que vous dites est vrai, mais je trouve les deux modèles très différents. On pourrait rentrer dans le détail de cela. C'est-à-dire que ce que les deux modèles ont de comparable, c'est la tertiarisation de l'économie. Là où les deux modèles sont très différents, c'est notamment sur l'assise industrielle. Ça, François Gauvry pourra en parler tout à l'heure. Faire de l'industrie dans un micro-marché insulaire éloigné de tout, j'exagère mais à peine, c'est encore beaucoup plus compliqué que de faire de l'industrie ailleurs, si vous voulez. On a... je vous propose d'avancer et puis vous verrez en quoi le modèle économique réunionnais tel qu'il pourrait se dessiner, en tous les cas, finalement, est quand même un modèle strictement pensé en fonction des ressources et des potentiels locaux et des difficultés ou des handicaps, comme on dit parfois, de la situation réunionnaise spécifiquement. En tout cas, là où les deux modèles sont encore presque totalement opposés, c'est dans le domaine de la démographie. C'est-à-dire que là où c'est très différent, c'est que, pardonnez-moi d'être un petit peu trivial, mais la France aujourd'hui est quand même plutôt un pays de vieux. La Réunion est un pays de jeunes. Et ça change quand même tout au départ. Alors maintenant que je suis en train de bien casser l'ambiance, je vais continuer encore un tout petit peu. Mais ce qu'on vient de voir, alors, je vous engage à lire 2 documents, si vous avez le temps, que je trouve passionnants. Il y en a un qui paraît tous les ans, c'est le bilan économique local, qui est réalisé par le CEROM, donc par l'INSEE, l'IEDOM et l'AFD. Et il y a surtout de la part de ces 3 organismes, toujours sous le label CEROM, une étude passionnante qui est parue sur l'analyse du modèle économique réunionnais sur la période 2000-2010. J'ai extrait 3 constats de ces documents que je voudrais partager avec vous. Premièrement, je vous le disais tout à l'heure, de la consommation des ménages qui n'atteint même plus le taux de croissance démographique. La conséquence directe de cela actuellement, c'est que la création d'emplois est atone. Alors quand des instituts comme l'INSEE, l'IEDOM et l'AFD écrivent que quelque chose est atone, en général, c'est un peu un euphémisme. Alors parfois, pour donner du baume au cœur aux lecteurs, ils rédigent « l'emploi est stable ». Quand vous lisez « l'emploi est stable » à La Réunion, ça veut dire que l'emploi ne progresse plus et c'est une très mauvaise nouvelle. Donc on est passé de 5% de croissance par an avant crise à 0,4% de croissance de l'emploi marchand l'année dernière. Si vous enlevez les emplois aidés,
qui ont été attribués au secteur notamment des services et des services à la personne, on passe en négatif. Donc, dans le contexte démographique tel que je l'ai décrit, c'est une autre raison pour laquelle il est probablement assez urgent de trouver maintenant des relais d'activité, des relais de croissance. Et à ce propos, ces 3 instituts concluent leur étude sur le modèle économique en disant cela. En disant d'une part qu'il est absolument nécessaire de trouver des nouveaux relais de croissance, mais ça c'est de la palissade, et en disant surtout, moi quelque chose que j'aime bien, c'est, parce que dans le cadre d'une journée comme aujourd'hui, ça autorise à réfléchir dans toutes les directions possibles, c'est qu'il ne faut négliger aucun axe de développement. Et je l'ai extrait parce que, mine de rien, on a tendance à lire ce genre de choses et à passer dessus sans s'y arrêter, alors qu'au contraire, il me semble que le fond de la question est là. Préserver les acquis, conserver les forces, c'est toujours la base d'une stratégie a priori qui marche. On commence par consolider ce qu'on a et ensuite on développe. Mais il faut qu'on soit conscient d'une chose, la seule consolidation des forces historiques de la Réunion ne permettra pas de dégager les relais de croissance dont il a besoin. C'est plus possible. Le marché endogène, le marché résidentiel réunionnais, comme je vous l'ai dit, dans l'état actuel, il produit la croissance qu'il peut produire. Et si on ne change pas cette équation, on est parti pour un sacré bout de temps à moins de 2% de croissance par an ici, alors que pour résorber le chômage, il faudrait retrouver le 5% qu'on a connu avant crise. Avec 5% par an, on résorbait le chômage à horizon 2030. Avec 2%, on ne le résorbe jamais. Et en gros, soit les jeunes partent et on contrôle le niveau de chômage par de l'émigration, soit les jeunes restent et le niveau de chômage, tendanciellement, continue d'augmenter puisqu'il y a plus de nouveaux arrivants sur le marché du travail que de postes créés. Et donc, dans le cadre d'une journée comme aujourd'hui, vous allez non seulement entendre des experts de différents secteurs, mais surtout vous allez les entendre vous dire ce qui va changer dans leur domaine. Et c'est dans toutes ces mutations que résident aujourd'hui non seulement des nouveaux métiers possibles, mais surtout des gisements d'activités supplémentaires par rapport au modèle actuel. Cibler les activités intensives en main-d'œuvre, ça n'a jamais fait partie du logiciel réunionnais. Il n'y a pas besoin. Quand vous êtes champion de France de création d'emplois, pas besoin de vous poser la question de cibler des activités intensives en main-d'œuvre. Par contre, dans l'état actuel des choses, où je rappelle quand même que la Réunion est championne d'Europe pour ce qui concerne son taux de chômage. C'est-à-dire que vous prenez les 27 pays, là je ne suis même plus dans la zone euro, prenez les 27 pays de l'Union européenne. Eurostat, organisme de référence statistique européen, dit dans ces 27 pays, il y a 270 régions. Sur 270 régions, la Réunion est première ex aequo pour le chômage et pour le chômage des jeunes. Et premier ex aequo avec un truc assez improbable, qui est l'enclave de Ceuta. Alors je ne sais pas si ça parle à certains d'entre vous. Ceuta, en gros, c'est un territoire, me semble-t-il, espagnol, situé de l'autre côté de la Méditerranée, et où l'Espagne, pour une quantité de raisons, a une stratégie absolument résolue de non-développement. Donc on est champion d'Europe du taux de chômage déjà aujourd'hui, à égalité avec un endroit où la stratégie économique, c'est ne rien faire. Donc vous voyez, on en est. Et donc, dans ce contexte-là, l'INSEE, l'IEDOM et l'AFD écrivent pour la première fois, en tous les cas, moi c'est la première fois que j'ai trouvé dans un document de ces instituts, l'idée selon laquelle il serait peut-être temps, effectivement, de se poser la question, tant qu'à mettre des ressources, tant qu'à mettre de l'argent, tant qu'à mettre de l'énergie à développer des activités, de se poser la question si on est sur des activités intensives en main-d'œuvre ou pas, parce qu'on a actuellement 135 000 personnes inscrites en catégorie A à Pôle emploi. La route du littoral, juste pour situer les trucs, la route du littoral, si ça fait 5 000 emplois directs et indirects, c'est pas mal. C'est-à-dire que la route du littoral, un projet de cette dimension-là, c'est 3% de chômeurs en moins. C'est ça la portée d'une route du littoral, si vous voulez. Autre intérêt de cibler les secteurs intensifs en main-d'œuvre, c'est un intérêt d'exportation sud-sud. Moi, dans plein de milieux, j'entends aujourd'hui des gens qui phosphorent sur faut exporter dans la zone océan Indien, l'Afrique nous tend les bras, etc., etc. Moi, j'attire notre attention collective sur un truc qui me semble, au passage, plutôt notable.
Les pays dont il est question, à votre avis, les ressources dont ils disposent le plus, c'est du capital et du cash ou c'est des humains et des bras? Donc, s'il y a un moment où on veut exporter de l'ingénierie sociale, notamment des choses comme ça, des services à la personne, on peut parler d'agriculture. Qu'est-ce qui sera le plus facile à leur proposer? Des choses qui coûtent très cher avec beaucoup de machines? Ou des choses qui coûtent pas cher et qui emploient beaucoup de monde? Donc non seulement on se rend service à la Réunion si on cible des activités intensives en main-d'œuvre, parce qu'on se rend service par rapport à la situation de l'emploi, mais en plus, si à un moment on veut aller discuter avec nos voisins, ben on a probablement des choses à inventer qui peuvent les séduire demain, parce que les services à la personne, l'éducation, la santé, ça c'est des problématiques que vont rencontrer tous les pays du Sud. Et si des gens dans un milieu tropical, c'est-à-dire dans un milieu assez comparable au leur, au plan du climat, etc., arrivent en disant « nous on a développé des trucs, ça marche super bien en milieu tropical, c'est pas très cher, ça fait travailler du monde ». Peut-être qu'on peut rencontrer dans ces cas-là des marchés autour de nous. Alors, les pistes de projection sectorielle dont je parlais, en fait, on peut les résumer. Il y a un modèle stratégique qui a fait consensus il y a quelques années à La Réunion. C'est le modèle stratégique qui a servi à toute la formalisation du cadre réglementaire actuel. Je veux parler de la LODEOM. Il y a 4 zones franches globales d'activité à La Réunion aujourd'hui. Ces domaines, ils existent depuis longtemps dans les plans locaux de développement. On les retrouve dans le PR2D de la région d'il y a une dizaine d'années. Ce sont toujours les 4 axes principaux défendus par la collectivité régionale. D'accord ? Donc, à la fois le cadre réglementaire national pour l'outre-mer et pour la Réunion en particulier, et les énergies locales sont pour le moment orientés vers 4 secteurs. Dans les milieux économiques, ça s'est appelé Réunion Île Verte. Et les 4 secteurs qui avaient été identifiés en disant ça, le futur de l'île passe par ces domaines-là, c'est, alors, je le fais court, c'est l'agronutrition en milieu tropical. En fait, si vous discutez avec l'incubateur en Technopole à Saint-Denis, ils vont être plus précis que ça. Ils vont dire c'est l'exploitation des ressources de la terre et de la mer, exploitation à visée alimentaire ou non alimentaire. C'est tout ça, en fait, dans ce pôle-là. Donc, c'est pas uniquement l'agro-business, c'est pas uniquement les agro-industries, l'agriculture et ses débouchés, c'est au-delà de ça, concrètement, des travaux sur la canne pour essayer d'en faire du matériau de construction. Là, on est exactement dans cette sphère-là. Et puis la mer nous tend les bras. On a aujourd'hui à La Réunion un poids de la mer qui est faible dans le modèle économique. On a un domaine maritime qui est extraordinaire. Et là, on est sur un des grands enjeux de demain. Je ne l'ai pas cité tout à l'heure, mais au-delà de ce qui est énergie, environnement, il n'y a pas uniquement la gestion des ressources et des déchets, il y a aussi la valorisation de la mer, que ce soit pour l'énergie, que ce soit, etc., etc. Donc, premier domaine, agronutrition en milieu tropical. Deuxième, j'en ai parlé, c'est énergie et environnement. Là aussi, comme vous l'imaginez, on a peut-être des choses, si on sait être innovant, on a peut-être des choses à développer qui peuvent intéresser pas mal d'États de la région ou du cercle un peu plus large. Enfin, il y a des pays qui ont de la ressource énergétique, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Troisième domaine, c'est tout ce qui concerne la révolution numérique. Vous en entendrez parler largement, et je vous enjoins à rester toute la journée à voir l'intervention de ce soir de quelqu'un de remarquable qui est prospectiviste et qui est notamment extrêmement pointu sur ce qu'on appelle la révolution numérique. Révolution numérique, c'est quelque chose qui est en train de modifier l'économie et les modes de vie de manière probablement aussi importante que ce à quoi on a assisté à l'époque de l'arrivée de l'électricité. D'accord ? Les puissances de calcul sont en train d'exploser. Donc, toute cette sphère-là, elle a un premier intérêt, c'est que le numérique est une condition de la compétitivité de l'ensemble des secteurs. C'est-à-dire qu'il y a un premier point qui est un point transversal, c'est qu'aujourd'hui, une entreprise dans laquelle il n'y a pas d'ordinateur,
Je l'ai fait, j'ai connu cette époque-là, à l'étranger. J'avais un patron qui me disait, un ordinateur, c'est trop cher. Je faisais toute la compta à la main. Bon, en termes de productivité, j'étais pas mauvais en productivité horaire. Mais enfin, ma compta, je mettais des semaines à la faire. Non mais, vous voyez, ça a l'air de rien, l'arrivée de l'ordinateur. Pour ceux qui sont d'une génération années 60, 70 et qui ont connu l'arrivée de l'informatique quand ils étaient étudiants, ça, on n'imagine même plus, moi, mais naturellement, comme ceux qui ont des enfants parmi vous, quand je dis à mes enfants qu'il y a eu une époque où il n'y avait pas de smartphone, pas de téléphone mobile, pas de... Ils me regardent comme ça en disant « Ah, t'es vraiment très vieux ». Mais tout ça, on est encore au début des mutations engendrées par la révolution numérique. Alors, elle n'a pas commencé hier. L'Internet date des années 60, dans le cadre militaire américain, etc. Tout ça est pas tout récent. Mais par contre, les puissances de calcul dont on peut bénéficier aujourd'hui, elles sont inédites. Je ne sais pas si vous avez vu, il y avait un article assez drôle qui disait que si un iPhone d'aujourd'hui, si on avait dû, il y a 20 ou 30 ans, se payer cet appareil-là avec cette puissance de calcul-là, c'était plusieurs millions d'euros qu'il fallait mettre sur la table. Donc vous imaginez, en une vingtaine d'années, on est passé de plusieurs millions d'euros à en gros 300, 400 euros de prix public pour une puissance de calcul équivalente, sauf qu'à l'époque où ça coûtait plusieurs millions d'euros, il fallait aussi avoir des très grands espaces pour loger tout cela, et aujourd'hui ça tient dans la main. Et tout ce qui est objet connecté, on n'est qu'au départ de ce qui est en train de se transformer. Et les objets connectés vont modifier plein de choses dans la mobilité professionnelle, dans plein de domaines. Dernier domaine qui était à l'époque fléché par ce plan de développement, c'est le tourisme. Le tourisme, c'est le grand paradoxe réunionnais. C'est-à-dire que non seulement à La Réunion, on est petit, à l'échelle mondiale, alors notre tourisme, il est tout petit. Pour vous donner juste une petite idée, parce qu'on dit souvent, oui, il faudrait développer le tourisme à La Réunion, moi j'y crois infiniment, hein, mais il y a à La Réunion 14 000 lits pour accueillir les touristes. 14 000. À la station de ski française de La Plagne, il y en a 50 000. Dans la région Aquitaine, il y en a 450 000. On est juste dernière région de France avant la Guyane pour le nombre de lits touristiques. Et pourtant, dans cette situation-là, aujourd'hui, comme quoi les choses peuvent se regarder sous plusieurs angles, le tourisme est déjà la première ressource d'exportation de la Réunion devant la filière sucre. Le tourisme ramène déjà à La Réunion aujourd'hui, dans cet état de petit développement, davantage d'argent que toute la filière canne, sucre, rhum. Donc vous voyez, les choses peuvent se regarder, on peut se dire bah, c'est tout petit, mais en même temps c'est déjà très important. Et c'est un secteur dans lequel le potentiel réunionnais semble à peu près faire consensus, sauf à La Réunion. Mais en gros, quand vous avez des visiteurs de l'extérieur qui connaissent bien le secteur du tourisme, moi j'en ai rarement entendu dire que c'était pas un chemin dans lequel on pouvait très largement progresser. Ça, c'était un cadre stratégique d'avant-crise. Si on revient à ce que l'INSEE, l'IEDOM et l'AFD nous disent sur l'intérêt des secteurs intensifs en main-d'œuvre, si on revient sur les causes qui ont créé cette chute que vous avez vue de la croissance réunionnaise, et si on passe par les besoins de la population, on peut aujourd'hui ajouter probablement 2 domaines à cela. Parce que ça reste naturellement, enfin je trouve, ça reste complètement valide. La transition numérique, elle se fera. La transition énergétique et la problématique de gestion des déchets et des ressources à La Réunion, il faut l'affronter, on n'a pas le choix. Sinon, on va juste crouler sous les déchets, ou on va les exporter, quand même moyennement vertueux. L'agronutrition a énormément progressé à La Réunion depuis une trentaine d'années, mais a encore un potentiel de développement extraordinaire, notamment à l'export. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent les Antilles. C'est une bonne comparaison, et ça, François Gaurid pourra nous en parler peut-être tout à l'heure en 2 mots. Mais à La Réunion, aujourd'hui, on a de la production de volailles, de porc, de bœuf. Allez voir dans le reste de l'outre-mer, il n'y a pas. C'est aussi simple que ça. Hein. Aujourd'hui,
on a monté des filières agroalimentaires dans le domaine des viandes. On a encore probablement beaucoup de progrès à faire dans le domaine des fruits. Les légumes sont en train de se structurer. Mais quand on a un litchi, qui est quand même juste un des meilleurs du monde, une mangue, qui est juste extraordinaire, et vous pouvez rajouter la liste, les fruits de la passion, etc. L'ananas, Victoria, le meilleur du monde. Mais on a des produits qui sont quand même de qualité intrinsèque extraordinaire, qu'on exporte peu, mais parce qu'on est, pour faire court, parce qu'on n'a pas vraiment besoin de les exporter jusqu'à maintenant. Et donc les deux domaines qu'on peut rajouter à ça, le premier c'est le logement. Mine de rien, dans la phase actuelle, et pour encore un bon nombre d'années, il faudrait construire 10 000 logements à peu près à La Réunion par an pour accueillir les nouveaux ménages dont on parlait, vous savez, au début. Les bonnes années, on en fait 5 000 en ce moment. C'est-à-dire qu'on atteint à peu près 50% de ce qu'on devrait atteindre en production de logements. C'est compliqué, c'est un domaine qui est compliqué, mais c'est un domaine dans lequel il y a des acteurs qui sont en train de travailler localement sur des choses extrêmement intéressantes, et notamment le desserrement des normes. Je fais juste une parenthèse là-dessus, mais construire des logements à La Réunion dans un cadre réglementaire français, avec des normes qui sont faites pour un pays tempéré, où l'hiver est froid, ça conduit à des trucs qui sont parfois étranges. Alors oui, on est obligé aujourd'hui, quand on fait du collectif à La Réunion, de mettre des vitres à toutes les fenêtres, de mettre une baignoire et pas une douche. Voilà, quand vous regardez le logement, est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui un habitat plus adapté éventuellement au mode de vie local? Et non seulement il y a des gens qui travaillent là-dessus, mais là aussi en exportation, je peux vous dire que la problématique de l'accueil d'une population en forte croissance, les pays africains et asiatiques la connaissent et vont la connaître de plus en plus. Et donc, si on reste dans un cadre réglementaire du Nord, honnêtement, non seulement on va s'épuiser parce qu'on n'a pas les ressources aujourd'hui pour financer le logement, c'est pour ça que les lois Girardin ont aussi bien marché. On a besoin de financement, on a besoin de capitaux extérieurs. Mais notre logement est cher à produire aujourd'hui pour plein de raisons. Il n'est pas forcément le mieux adapté et il n'est pas exportable. Cette équation-là, elle pourrait muter. Et non seulement on a une obligation de reprendre la production, puisque les besoins de la population, faut bien loger les gens quelque part. Vous savez quelle est la principale variable d'ajustement de la production de logements à La Réunion? C'est naturellement l'habitat non officiel. C'est-à-dire que les années où la production de logements est la plus faible, c'est les années où il y a le plus de cases sans permis de construire qui se construisent. Donc, naturellement, les gens trouvent des parades. Des gens trouvent des parades et se débrouillent dans un marché où l'offre est très inférieure à la demande. Mais globalement, vous savez que ce qui a très largement muté là-dessus, et je m'arrêterai sur ce secteur juste après, c'est qu'on est passé d'un cadre de défiscalisation de l'intermédiaire pour réorienter vers le logement social, ce qui est infiniment justifié, puisque aux belles époques de Girardin, un des biais de ces dispositifs, c'est qu'on ne sortait plus de logement social à La Réunion. Mais la réorientation vers le logement social fait qu'aujourd'hui, on a un effondrement de la production en intermédiaire. Donc voilà, on n'a pas encore réussi à équilibrer le mix, d'où ce que vous avez peut-être entendu sur le débat de ces derniers jours, sur un amendement qui aurait dû être déposé, qui n'a pas été vraiment déposé, tout ça. Mais c'est un autre débat. Dernier point, dernier secteur qui mérite probablement toute notre attention, et ça c'est assez nouveau pour la pensée économique réunionnaise, parce que c'est un secteur que l'économie marchande a du mal à appréhender. Je suis très content qu'on ait Monsieur Dijoux avec nous, parce que je crois qu'il y a des choses extraordinaires à réfléchir. Pourquoi? Parce que les besoins de la population sont évidents, parce que là, on est vraiment sur de l'intensif en main-d'œuvre, parce qu'on dit souvent, oui, mais les chômeurs à La Réunion, ils ne sont pas tous bien formés. Ce qui est vrai, il y a à peu près les 2/3 qui ont même une formation initiale vraiment très très courte. Mais des secteurs comme le tourisme et comme les services à la personne sont objectivement des secteurs dans lesquels plein de niveaux de qualification différents peuvent être recrutés. Et les services à la personne, c'est probablement un des enjeux les plus importants, à la fois pour l'emploi, mais aussi dans les relais de croissance qu'on cherche actuellement, pour générer de la croissance localement. Alors, moi, ce qui m'intéressera notamment, c'est...
Moi, c'est une filière que j'ai toujours vue un peu compliquée parce qu'il y a des problèmes de solvabilité de la demande, il y a besoin d'argent public qui devient rare, etc., etc. N'empêche que ce soit le soutien scolaire jusqu'à l'assistance aux personnes âgées dépendantes, que ce soit l'entretien, mais des cours comme des espaces publics, que ce soit quantité de domaines auxquels on peut penser, mais il faut y rajouter la santé et l'éducation. Non seulement on est face à une situation sociale ou sociétale à La Réunion où les besoins sont très importants, mais là encore, en export sud-sud, nos voisins, plus ou moins proches, vont affronter des problématiques d'éducation, d'amélioration des infrastructures de santé, etc., etc. Et donc, ce qu'on peut faire dans ces domaines-là, peut-être que ça peut rapporter des moyens et des devises à La Réunion par l'exportation. Alors, ça n'intéresse pas uniquement l'économie marchande, ça interroge également une autre dimension qui est plus récente dans le panorama, c'est ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire. D'accord ? Donc voilà pour vous dire un petit peu ce que pourrait être un cadre de projection des réflexions d'aujourd'hui, puisque dès que je m'arrêterai, les autres intervenants vont vous prendre la parole pour vous présenter leurs enjeux sectoriels, puis ensuite l'idée c'est vraiment de discuter. Vous avez peut-être des connaissances de certains types de développement qui vont intervenir, vous pouvez attirer notre attention sur certains types d'évolutions qui vont se produire, et donc avec les métiers liés, poser des questions aux personnes qui sont là, etc. Je terminerai juste par les facteurs clés de succès pour tout ça, parce que vous allez voir que certains de ces facteurs clés de succès sont directement dans la thématique d'aujourd'hui. Le premier, c'est la formation. Et la formation, ça va être une dimension déterminante pour former des jeunes à des nouveaux métiers, parce que identifier des nouveaux métiers, c'est bien, mais si on ne forme pas les gens pour qu'ils puissent les exercer, c'est molle. L'innovation. Vous entendez probablement plein de choses dans le domaine de l'innovation à La Réunion ces dernières années. Il y a le SRI, le schéma régional d'innovation, il y a l'incubateur, il y a le Technopole, etc., etc. De toute façon, qu'on le veuille ou non, le monde change plus vite que nous. Donc, où on se met, où on continue, où on va encore plus dans le chemin de l'innovation, où on n'y va pas et on ratera les trains. Donc, mais rien ne se fera sans cela. Et donc la stimulation de l'innovation dans un micro-territoire, c'est une vraie problématique en soi. Le cadre réglementaire, je l'ai cité tout à l'heure, tout le logiciel économique réunionnais s'arrête fin 2017. Ah, j'avais dit que j'arrêtais de pourrir l'ambiance. Non mais ça, faut le dire. C'est-à-dire qu'en gros, la LODEOM, fin 2017. Il y a des aides actuellement versées à toutes les entreprises françaises, le CICE notamment, pour le moment, fin 2017. Prenez à peu près, qu'on parle d'octroi de mer, qu'on parle de règlement sucrier, etc., etc., on est dans une période où la fenêtre de tir est courte. Et donc, qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence ? Ça va avoir comme conséquence qu'on va d'abord faire du défensif. On va d'abord chercher à préserver le cadre actuel. Le problème, c'est que ce ne sera pas suffisant. Et donc, il ne faut pas que ça nous empêche non plus de développer des choses à côté. Ce qu'on appelle les investissements directs étrangers ou investissements directs extérieurs, les ressources locales sont trop faibles pour alimenter en carburant financier les relais de croissance. Il faut le savoir. Il faut le savoir. On a besoin là, pour le coup, on a besoin... Le mécanisme Girardin, c'était ni plus ni moins qu'un mécanisme de captation de ressources extérieures. Hein. On aura besoin d'investissements extérieurs. Donc il faut qu'on sache attirer des investisseurs extérieurs. Les moyens locaux ne seront pas suffisants. Dans une période de crise, un facteur clé de succès que j'aime bien rappeler, c'est qu'il est peut-être temps de travailler en priorité locale. C'est-à-dire que même si l'argent public devient de plus en plus rare, de l'argent il y en a dans les portefeuilles des ménages, des entreprises, plus on fléchera la dépense locale sur de la production locale, plus on se rendra service dans une période où la croissance est aussi basse, où la création d'emplois est aussi faible. Et dernière dimension, l'export. La Réunion est historiquement, ça c'est un autre paradoxe, historiquement la Réunion est quasiment, enfin elle a toujours été exportatrice et elle est aujourd'hui très très peu exportatrice. C'est-à-dire que les territoires des colonies françaises, c'est pas d'hier qu'ils étaient chargés de produire et d'envoyer vers la métropole de la production locale. La filière canne-sucre, elle est exportatrice par nature depuis
toute sa mise en place. Et pourtant, quand vous regardez aujourd'hui, on est dans un territoire où il y a très peu d'entreprises qui exportent. Alors, ce n'était pas nécessaire. Dans une phase à 5% de croissance par an, quand le gâteau grossit vite pour tout le monde, finalement, tout le monde peut se satisfaire de cette croissance parce que, en gros, le modèle va bien. La voiture avance bien. Aujourd'hui, on est quasi au point mort. Donc, on aura besoin de capter de la ressource sur des marchés extérieurs. Et donc, on aura besoin de métiers qu'on ne pratiquait pas à La Réunion. On aura besoin de parler des langues qu'on n'avait pas besoin de parler jusqu'à maintenant. Enfin, ça va produire, ou ça devrait produire, ou il serait souhaitable que ça produise beaucoup de changements dans les années qui viennent, parce que, pour ceux qui le connaissent, c'est toujours assez jovial de regarder les stats douanières sur ce qu'exporte La Réunion. C'est-à-dire qu'en gros, le premier poste d'exportation, naturellement, c'est le sucre et le rhum. Donc ça, c'est fait. Le deuxième poste d'exportation, vous en trouvez quasiment pas sur le marché local, c'est le poisson et la langouste. Alors ça, c'est pêché loin, c'est transformé pas à La Réunion et c'est vendu ailleurs. Donc naturellement, si vous avez des bons contacts, on en trouve de la langouste. Mais pas beaucoup. Pas celle des stades douanières, en tous les cas. C'est quand même le deuxième poste d'exportation de La Réunion. Hein. Le troisième poste, alors ça, il y en a peut-être qui vont le découvrir, sachez que le troisième poste d'exportation de La Réunion, c'est les voitures. Alors pour tous ceux qui ne savent pas où sont les usines de production automobile à La Réunion, et dont je fais partie, cette stat-là, elle est surtout alimentée par les bagnoles qu'on envoie en fait à Mayotte ou à Madagascar. C'est des bagnoles qui soit transitent par le marché local, repartent à Mayotte, et c'est dans les stats d'export, soit c'est des bagnoles de réforme qui partent à Madagascar. Voilà. Donc vous imaginez à quoi ressemble la carte de l'exportation réunionnaise aujourd'hui. Vous enlevez la filière canne, qui est une filière historique, vous enlevez la pêche, qui pour le moment est une activité qui existe depuis un certain temps, mais qui n'a pas de retombée immédiate forte pour le marché local. Il vous reste les bagnoles, donc autant vous dire, on n'exporte vraiment pas grand-chose pour le moment. C'est pour ça que le tourisme est la première ressource, d'ailleurs. Voilà. Donc ça, c'était rapidement sur des facteurs clés de succès. L'export, et pour terminer, je le disais, mais j'aimerais vraiment terminer là-dessus. Le dernier facteur clé de succès, c'est l'intensité de retour sur investissement en emploi. Parce que le but n'est pas uniquement de dire faut être vertueux, faut créer de l'emploi et tout ça. Mais la relance de la consommation des ménages, c'est la relance de la croissance locale. Et donc, si on veut s'adresser au principal moteur qui est aujourd'hui au point mort, et si on veut réalimenter la conso des ménages à La Réunion, il n'y a pas 36 solutions. Ça ne passe que par la création d'emplois. Sauf si on arrive à négocier avec Paris, tout d'un coup, un doublement des allocations de toute nature. J'y crois assez peu dans la période budgétaire que connaissent la France et l'Europe. Donc en gros, en dehors de l'argent public qui ne viendra pas de manière surabondante tout d'un coup par miracle, la seule option, c'est de monter les niveaux de rémunération distribués à l'ensemble des ménages, donc de monter l'enveloppe globale de rémunération et donc de jouer sur la croissance en emploi. Voilà rapidement pour ce panorama. Merci beaucoup de votre attention. À votre disposition s'il y a des questions directement là-dessus, mais sinon on peut passer à des approfondissements sectoriels qui vont... Alors ce matin, on va parler notamment agroalimentaire, énergie, environnement et services à la personne. Cet après-midi, il y a une session entière technologie de l'information et de la communication et numérique avec Philippe Arnaud, président de l'Arctique, qui sera un des animateurs de votre après-midi. Merci beaucoup. Merci Philippe pour ces propos rafraîchissants, certes, parce qu'il fallait poser un peu l'état des lieux, qui sortent un peu de nos sentiers battus, comme je le disais, puisqu'on a plutôt l'habitude d'analyser les entreprises, mais je crois que c'était important de vous poser l'état des besoins et de la situation à La Réunion, pour pouvoir justement se projeter et accompagner nos chefs d'entreprise sur cet avenir. On a bien compris que le logiciel économique réunionnais devait fondamentalement changer, on est déjà dans cette phase. On a bien compris également que certains des secteurs qu'on avait évoqués ici sont complètement transversaux. Quand on parlait de l'innovation ou de la technologie de l'information, ben forcément, ça va toucher tous les types de secteurs d'activité. On parlait ce matin
Guillaume Hospitalier aura rappelé, et d'autres, je crois également, les nouvelles fonctions de community manager sur les réseaux sociaux. Donc ça peut concerner une entreprise, l'industrie agroalimentaire comme une entreprise purement commerciale. Ce sont des nouveaux métiers. On n'est pas aussi aujourd'hui pour vous lister les nouveaux métiers. On n'a pas de boule de cristal. Mais on va commencer à travers ces quelques secteurs, dont je remercie encore une fois les représentants ici, à essayer de poser un petit peu leur analyse de la situation, comment est-ce qu'eux voient les choses, et peut-être leur vision justement et leurs attentes en termes de besoins de compétences. Donc je vais laisser la parole en premier à François Gauvrit, que je remercie encore, pour l'industrie agroalimentaire, et donc de nous présenter peut-être un petit peu à la fois votre entreprise et votre secteur d'activité et votre vision de l'avenir. Alors bonjour à tous, je remercie la compagnie des commissaires aux comptes de m'avoir invité. Crête d'Or, c'est une entreprise qui a été créée il y a 25 ans par les coopératives agricoles. Donc mes actionnaires sont les agriculteurs de La Réunion. C'est important de le rappeler ici. Et puis, puisqu'on doit parler d'emploi, Crête d'Or, en 1991, c'était 80 emplois. Aujourd'hui, c'est 300 emplois. Alors, j'ai fait une petite rétrospective sur quels étaient ces emplois créés qui nous ont permis de passer de 80 à 300 en une bonne vingtaine d'années. En fait, jusqu'au début des années 2000, nous avons créé des emplois qui étaient essentiellement des emplois de production. L'entreprise, à son origine, les 80 emplois, c'était 75 ouvriers, je caricature un peu évidemment, mais un responsable, 2 comptables, parce qu'il ne faut pas oublier les comptables, surtout ici, une secrétaire, et puis voilà. Et puis on se débrouillait comme ça, et l'objectif c'était de remplir notre métier, qui est de prendre des volailles chez les éleveurs et de les amener dans vos supermarchés sous différentes formes, que ce soit entier, puis entier et découpé, puis entier, découpé, transformé, et puis dans l'usine de demain, puisque nous avons eu la folie de construire une nouvelle usine en pleine période de crise. Dans l'usine de demain, ce sera des produits élaborés que vous pourrez utiliser directement sans pratiquement les cuire, et vous pourrez les manger directement dans votre assiette. Et donc, des métiers de production dans la première décennie. Et puis, dans les années 2000 et depuis une bonne dizaine d'années, se sont créés tout ce qu'on appelle dans notre jargon les métiers support. Alors, les métiers support, je vais les donner dans le désordre, mais vous avez tous les métiers de la qualité. Ça peut vous paraître surprenant, mais à Crête d'Or, dans les années 90, il n'y avait pas de service qualité. Il faut dire aussi que la réglementation européenne et française n'était pas aussi rigoureuse qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et elle nous impose tout un tas de contrôles, tout un tas d'analyses, tout un tas de prélèvements. Et donc, le service qualité a été créé d'abord avec un ingénieur, puis 2, puis 3, puis 4. Aujourd'hui, j'ai 4 personnes qui travaillent au service qualité. On n'a jamais empoisonné personne avant qu'il y ait de service qualité, mais on va d'ailleurs continuer d'essayer de le faire. Mais la réglementation, encore une fois, c'est considérablement durci et nous devons y répondre. C'est une obligation. Donc les services qualité s'est étoffé. Il n'y avait pas de service ressources humaines dans les années 90. Et donc le service ressources humaines a été créé avec une personne, puis 2, puis 3, puis 4. Bien entendu, les gens qui ont été intégrés dans ces différents services proviennent des filières de formation de La Réunion et bien souvent ont fait leur alternance au sein de l'entreprise. Donc ce sont des jeunes qu'on a accompagnés tout au long de leur parcours professionnel. Il y a 20 ans, les ressources humaines, ça consistait uniquement à la paye. Et puis aujourd'hui, il y a tout un programme de formation interne à bâtir. Et notamment quand on est dans une mutation technologique comme c'est la nôtre actuellement avec le changement d'usine, eh bien les ressources humaines, le service ressources humaines a toute son importance. Autre service support, le contrôle de gestion. Il y a 20 ans, il n'y avait pas de contrôle de gestion, il y avait juste des comptables. On ne se préoccupait pas de productivité, on se préoccupait de produire. Et puis, on essayait de faire au mieux et que les produits sortent de l'entreprise. Aujourd'hui, du fait de la concurrence exacerbée, notamment sur les prix, eh bien, il a fallu créer ce service, notamment avec un contrôle de gestion industrielle qui analyse en permanence les rendements matières
la productivité de l'entreprise sur chacune de ses productions. Et donc aujourd'hui, nous avons 3 personnes au contrôle de gestion et au contrôle de gestion industrielle. Autre service qui n'existait pas, le service alors qu'on appelait R&D puis qu'on appelle maintenant innovation. Il y a 20 ans, on vendait des poulets entiers, un peu de pintade, un peu de canard, et puis c'était tout. Si on veut aller vers le consommateur et faire coller notre production avec la demande du consommateur, nous sommes obligés en permanence de créer des nouveaux produits, de créer des nouvelles recettes. Et donc, ce service innovation est là pour ça. On s'inscrit également dans notre environnement scientifique, puisque nous avons collaboré sur des thèses avec le CIRAD. Donc, il y a deux salariés de Cretzor qui ont passé une thèse scientifique sur des sujets divers et variés, comme la modélisation du fonctionnement d'un tas de compost, puisque nous nous préoccupons aussi d'agriculture, d'énergie et de recyclage de nos déchets. L'innovation est là aussi pour répondre au plus près à la demande des consommateurs. On ne parlait pas d'allergie ou d'allergène il y a 20 ans. Et aujourd'hui, quand nous vendons un produit de charcuterie, eh bien, il faut faire très attention au blanc d'œuf, aux cacahuètes, j'en passe et des meilleurs. Et donc, la recette, évidemment, doit évoluer en fonction de tous ces impératifs. J'ai pris l'exemple des allergènes, mais évidemment, les teneurs en sel, évidemment, les teneurs en sucre, alors qui nous concernent un peu moins dans la charcuterie, mais il y a quelquefois des recettes où il y a quand même un petit peu de sucre. Et donc, tout ce travail qui est fait autour de l'élaboration des recettes, eh bien, a motivé la création de ce service innovation qui emploie aujourd'hui aussi 4 personnes et 4 ingénieurs. Donc, Philippe parlait de la formation, et puis il y a pas mal de jeunes dans la salle. Donc, il est essentiel, il est vital de se former. Et si on peut se former en alternance dans les entreprises, c'est encore mieux. Parce que c'est, je pense, le meilleur vecteur de formation et d'intégration dans la vie professionnelle. Et puis, il y a un dernier métier. Alors, on est peut-être un peu en retard, je ne sais pas, dans l'entreprise, mais c'est la logistique. Nous transportons beaucoup de choses, des caisses, des chariots, des barquettes dans l'entreprise. À l'extérieur, il y a beaucoup de choses qui rentrent et évidemment qui sortent de nos entreprises. Et la rationalisation de la logistique, l'optimisation évidemment des stocks, puisque nous sommes dans l'ultra frais, donc pratiquement nous sommes condamnés au zéro stock. Les produits doivent entrer et sortir. Donc tout ce qui tourne autour de la logistique, des métiers de la prévision des ventes, est évidemment essentiel pour une bonne performance de l'entreprise. Voilà un petit peu, si vous voulez, la présentation des différents métiers. Alors, nous sommes avant tout une entreprise industrielle et je ne vous ai pas parlé des métiers de l'industrie, mais parce que, malheureusement, ce ne sont plus dans ces métiers-là que nous créons des emplois. L'automatisation dans l'industrie, en fait que nous arrivons à maintenir le volume d'emploi grâce à la croissance des volumes et à la transformation qui va de plus en plus loin de nos produits. Et les métiers, je dirais industriels, petit à petit, même s'ils n'évoluent pas en nombre, se transforment et nécessitent là aussi de plus en plus de qualifications, puisqu'on a plus affaire à des conducteurs de machines, de plus en plus informatisés, qu'à des opérateurs qui vont faire des opérations strictement manuelles. Donc je crois que les métiers de demain seront, enfin en tout cas pour ce qui est de l'agroalimentaire, beaucoup dans ces métiers supports que je viens de vous décrire, et que les formations qui doivent être mises en place à La Réunion, certaines existent déjà, doivent tourner autour de ces métiers supports qui nous servent à répondre à la réglementation, à la demande du consommateur et à l'optimisation de nos coûts et de nos prix. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire pour ce qui est de l'expérience de Cretzor. Et bien entendu, je reste ouvert à toutes les questions et puis on ouvrira le débat ensuite. Merci pour cette présentation. On peut recueillir déjà des questions maintenant ou à la volée, en tout cas si vous en avez qui vous viennent à l'esprit.
où on animera un petit peu par la suite. Comment voyez-vous... Alors, juste avant votre question, en relisant mes notes, il y a un métier que j'ai oublié, c'est évidemment l'environnement. On a parlé du recyclage des déchets et l'objectif d'une entreprise comme la nôtre, c'est un peu comme dans le cochon, mais on est dans la volaille. On dit dans le cochon tout est bon, mais dans la volaille aussi tout est bon. Donc notre objectif, c'est de transformer, que ce soit en engrais, que ce soit en pet food, ou que ce soit en énergie au travers de la méthanisation, de transformer l'ensemble de nos déchets et qu'il n'y ait plus rien qui parte à la poubelle ou à la décharge. Donc la ressource en eau est évidemment une préoccupation majeure, parce que nous sommes un gros consommateur d'eau, je vais y arriver. Et donc dans la conception de la nouvelle usine, nous avons travaillé beaucoup sur tout ce qui pouvait être économie d'eau et recyclage d'eau pour certaines utilisations qui ne seraient pas alimentaires. Donc les métiers de l'environnement, les métiers de la gestion de l'eau sont vraiment primordiales, puisque le recyclage de l'eau va être pratiquement une condition sine qua non, à mon avis, à la survie de l'île dans les 20, 30, 40 années qui viennent. Voilà, j'avais oublié l'environnement, donc il me semblait important d'en parler. Merci. On a bien compris, effectivement, et c'est le modèle un peu qu'on retrouve, que l'industrie agroalimentaire est une filière qui intègre beaucoup entre l'approvisionnement, le traitement, comme vous le disiez, bien évidemment, la production. Et c'est la question que je voulais peut-être juste vous poser à ce niveau-là. Malgré, dans votre cas bien précis, ce nouvel équipement, l'augmentation prévue de la population ne vous fait pas nécessiter de main-d'œuvre spécifique sur la partie production ? Vous estimez que la mécanisation... En fait, c'est plus l'adaptation de notre offre à la demande qui va nécessiter des bras supplémentaires, puisque nous allons aller de plus en plus loin dans la transformation des produits, donc des produits qui seront utilisables pratiquement de façon immédiate par le consommateur, et c'est cela qui va répondre. Alors, je n'ai pas parlé du marché, mais vous me parlez de la démographie, et donc je ne peux pas résister à la tentation de vous parler du marché. Ça va probablement vous surprendre, mais 60% de la volaille consommée à La Réunion est importée. Elle est importée sous forme congelée, et donc il n'y a que 4 poulets sur 10 qui consommés à La Réunion, qui soient produits à La Réunion. Pourquoi ? Je fais une petite digression, mais ça me semble important, et à chaque fois que j'ai l'occasion d'en parler, j'en parle. Les consommateurs européens et américains, si je caricature un tout petit peu, ne consomment plus que de l'escalope. Ce qui fait que quand mes homologues métropolitains, allemands, hollandais, anglais, ont vendu leur escalope, ils ont payé leur poulet. Et donc la cuisse et encore plus l'aile est devenue un sous-produit, voire un coproduit, voire pour ce qui est de l'aile, pratiquement un déchet, puisque la plupart partent dans de l'aliment chien et chat, ce qui évidemment nous fait hurler, nous qui sommes à côté de pays qui ont des gros problèmes d'alimentation, et notamment d'alimentation en protéines. Donc je passe sur les ailes qui sont assez peu exportées. Par contre, les cuisses, donc, qui sont un marché qui est en permanence en surproduction. C'est un marché donc, où l'offre est pléthorique en permanence, et où les congélateurs européens en fait, sont pleins en permanence. Donc c'est l'acheteur qui fait le prix. Et donc, quand votre frigo est plein et que vous êtes un abattoir français ou hollandais, eh bien, l'acheteur vient vous voir, et c'est l'acheteur qui vous dit écoute, ton stock, je te le prends à 50 centimes, à 60 centimes, à 80 centimes. Et évidemment, ce prix n'a plus rien à voir avec le coût de production. Et c'est une des grandes difficultés que nous avons à La Réunion, c'est que Crête d'Or, c'est 8000 tonnes de produits. Il y a 300 références sous les différentes marques. Crête d'Or, Tigaillard, Créolaille et Grand Matin. Et une seule référence, donc les cuisses importées congelées, qu'on vend en carton de 5 ou 10 kilos dans le supermarché, ça représente aussi 8000 tonnes. Et ça se vend en prix de vente consommateur, puisque ça s'achète en métropole à 80 centimes. Vous rajoutez un peu de fret, vous rajoutez la marge du distributeur, et ça se vend en promo à 1,35 €. Et donc le consommateur réunionnais a comme référence ce prix à 1,35 €, qui est un prix qui n'a évidemment rien à voir avec le coût de production. D'ailleurs, quand on prend une référence sur un poulet entier, donc où ce phénomène de découpe n'intervient pas,
Nous vendons le poulet entier à La Réunion 4,25 et il est vendu en métropole source Panel Cantar à Grimer à 4,25 €. Donc on a la performance et la fierté de vendre nos produits, enfin en tout cas le produit majeur, le poulet entier frais, au même prix qu'en métropole. Mais donc les perspectives, donc on pourrait se dire, sont énormes, puisque nous pourrions facilement doubler, voire plus que doubler nos volumes. Malheureusement, nous sommes bloqués par ce phénomène d'exportation des cuisses. Alors les élus sont partis, je ne sais pas s'il y en a encore dans la salle, mais on parlait d'achat local. Malheureusement, là aussi, il faut savoir que plus de 50% de ce qu'il y a dans vos cantines, en tout cas je parle de volailles, je ne connais pas le reste, mais plus de 50% sont des volailles importées, ce qui est quand même vraiment dommage, puisque en période de crise, un des facteurs principaux, et Philippe l'a rappelé, c'est quand même la commande publique locale. Donc, plutôt que de payer des gens au RSA, mettons un petit peu plus d'argent dans nos cantines pour créer des emplois locaux. Voilà, le message est passé. Vous avez bien fait. C'est un sujet qui pourrait faire l'objet d'un débat à lui tout seul, la commande publique d'achat et la commande publique locale, pardon. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien effectivement avec votre analyse que même si on a une prospective d'augmentation de la population, la demande étant maintenant complètement mondialisée, les technologies incorporées au maximum dans les processus de production, il y a vraiment besoin de se spécialiser en termes de compétences, et ce qui laisse quand même relativement un peu d'optimisme, c'est qu'on voit qu'il peut y avoir des besoins de compétences bien ciblés sur tous les process que vous avez cités. Je me tourne maintenant vers Brinda Ramasamy, qui est professeur à l'Université de Maurice et qui évolue également dans le domaine de l'industrie agroalimentaire, qu'on connaît moins. Alors je vais vous laisser nous présenter peut-être un petit peu votre vision du secteur, et puis le lien avec effectivement les métiers de demain, cette fois-ci au niveau de la zone océan Indien, ou peut-être plus de Maurice. Merci. Il n'y a pas de bouton, vous parlez simplement. Oui, c'est bon? Oui. Oui. Oui, bonjour tout le monde, merci Jean-Luc. Et donc, je suis ancien chercheur à la faculté d'agriculture de l'Université de Maurice. Et donc, avant tout, je remercie l'Ordre des experts comptables et la commission compte de m'avoir invité pour parler un peu de Maurice et de son secteur agricole et agroalimentaire. Et donc, j'ai une tâche un petit peu difficile parce que présenter en 5 minutes un secteur qui a au moins 3 siècles d'histoire, ce n'est pas tâche facile, mais je vais essayer. Donc, rapidement, j'ai retrouvé un peu les mêmes problématiques au niveau de Maurice, ceux évoqués par Monsieur Fabing précédemment. Donc, nous avons la filière canne, comme j'ai dit, avec 3 siècles d'histoire, qui a bien évolué au fil des années, étant le pilier économique de Maurice pendant de très longues années, mais contribuant actuellement à travers le secteur agricole à moins de 5% du PIB. Donc vraiment, le secteur agricole a vraiment régressé par rapport à d'autres secteurs économiques d'activités qui ont pris le dessus, comme on parle de plus en plus de l'économie des services. Donc par rapport au secteur agricole, on parle maintenant de la filière canne parce que on utilise beaucoup plus la canne pour d'autres produits dérivés, comme cela se fait aussi ici. Donc on a construit des centrales thermiques pour transformer la bagasse en énergie. Donc on parle d'énergie renouvelable. Mais tout de même, on continue toujours à produire du sucre. Et donc on se diversifie, on produit d'autres produits, l'éthanol, les sucres spéciaux, le rhum. Mais nous avons à faire face aussi bientôt à un autre défi, la fin des quotas d'exportation sur l'Union européenne en 2017. Et il y a beaucoup de questions qui se posent en ce moment sur la filière canne et surtout par rapport aux petits producteurs de canne à sucre et qu'est-ce qu'il en adviendra des terrains sous canne qui donc beaucoup sont à l'abandon en ce moment. Et donc quant aux autres filières agricoles, nous pouvons dire qu'il y a une sorte de dualité dans la filière agricole mauricienne, qui oscille entre les productions traditionnelles et le modernisme.
Nous avons une population agricole vieillissante et il y a très peu de jeunes qui veulent vraiment intégrer cette filière agricole. Les jeunes se tournent vers, comme je vous ai dit, l'économie des services, vers l'informatique, vers d'autres métiers. Et ceux qui veulent bien intégrer la filière agricole se retrouvent avec des pratiques traditionnelles et très peu de possibilités de moderniser les parcelles sous production, ces parcelles étant des micro-parcelles. Donc, la production primaire se concentre essentiellement sur la production de légumes et nous tendons nous essayons d'aller vers l'autosuffisance. Et avec l'aide de l'État, nous avons pu y arriver pour certaines commodités comme la pomme de terre. Mais pour d'autres légumes, il y a pas mal de fluctuations en termes de production, ce qui influe beaucoup sur les prix à différentes périodes de l'année. Et en ce qui concerne le secteur agroalimentaire, donc le secteur de la transformation, nous avons une bonne transformation de produits, de légumes en produits en produits transformés, mais malheureusement la plupart de ces légumes qu'on transforme sont importés, donc ce qui est assez étonnant. On est à peu près à 90% de matières premières importées. Et pourquoi? Parce que ce qu'on produit localement n'est pas suffisant en termes de quantité et aussi en termes de variété à être transformé, en termes de qualité. Donc, c'est aussi peut-être un secteur d'avenir, essayer de voir comment essayer de valoriser les matières premières produites localement. Et en termes d'autres agro-industries, bien sûr, comme le précédent intervenant, nous avons une bonne industrie avicole. Nous sommes autosuffisants en termes de production de poulet de table et des œufs. Mais tout de même, je reviens toujours aux matières premières. Donc, nous avons une grosse dépendance sur l'importation du maïs, par exemple, que nous ne produisons pas localement, et cela rajoute énormément au coût de production. Et aussi, en termes d'autres secteurs, nous avons les petites et moyennes entreprises. Et il y a beaucoup d'incitations au niveau de l'État pour encourager l'entrepreneuriat au niveau des PME et surtout dans la transformation de la valeur ajoutée aux produits locaux. Mais malheureusement aussi, il y a toujours un problème de commercialisation de ces produits en termes de qualité, en termes de possibilités d'exportation, en termes de barrières à l'exportation dans certains pays comme sur l'Union européenne. Et ces produits se retrouvent souvent en surplus sur le marché local ou en compétition. Et donc, ça c'est un peu un constat rapide de notre secteur agricole. Et les nouveaux secteurs d'avenir, c'est aller beaucoup plus vers la valorisation des ressources marines, comme parlait M. Fabing précédemment. Et donc, le gouvernement se tourne vers ce qu'on appelle l'économie bleue, donc la valorisation des ressources marines, qui se fait actuellement à un certain niveau dans l'agro-industrie pour la valorisation du thon. Et donc qui est une industrie très bien établie à Maurice. Maurice essaie d'aller dans ce sens. Et en ce qui concerne les compétences dont on a besoin dans le secteur agroalimentaire, donc moi étant à la faculté d'agriculture de l'Université de Maurice, nous formons, nous venons de fêter cette année-ci nos 100 ans d'existence, de formation dans le secteur agricole. Et bien sûr, nous avons évolué. Les compétences et les besoins ont évolué. Au départ, bien sûr, on formait les agronomes pour la filière canne à sucre. Et maintenant, nous formons de plus en plus des jeunes dans le secteur de la biotechnologie, l'aquaculture, l'agroalimentaire, pour les industries agroalimentaires mauriciennes. Et les besoins ont évolué et bien sûr, comme je viens de mentionner, nous avons aussi des besoins de plus en plus dans le secteur de l'océanographie et nous venons de créer une faculté des études océanographiques
Donc, cela s'est fait au mois de mai de cette année-ci. Et donc, les compétences vont dans ce sens-là. Et voilà. Donc. Merci pour votre présentation. On peut voir donc certaines similitudes entre les secteurs agroalimentaires, qu'ils soient de La Réunion ou de Maurice. Je me tourne maintenant vers notre intervenant pour notre secteur énergie et environnement, sur lequel on avait voulu faire un focus. En remerciant donc Harry Razafin-Rive d'avoir bien voulu accepter au pied levé, puisque la décision a été prise ce matin, de remplacer un intervenant qui devait faire une présentation sur l'énergie. On présente souvent effectivement la Réunion comme étant donc très porteuse d'avenir sur les énergies renouvelables. Donc, est-ce qu'effectivement, par rapport à ce secteur et par rapport aux besoins qu'on a évoqués, vous pouvez nous dire quelques mots sur comment vous voyez les choses et quels sont les besoins de compétences et qu'est-ce que ça peut générer en termes de croissance? Oui, donc d'abord merci de nous d'avoir invités au nom de l'ensemble des entreprises et mes responsabilités par ailleurs fait que je représente un certain nombre aussi d'entreprises et de chefs d'entreprise réunionnais. Donc je remercie vraiment l'Ordre des experts comptables et le Conseil régional des commissaires aux comptes de nous permettre aussi d'exposer un petit peu notre vision de l'avenir. Alors concernant le secteur de l'énergie, moi particulièrement, je connais donc bien la personne qui devait, en l'occurrence Michel Dijoux, qui devait intervenir ce matin, mais un certain nombre aussi d'acteurs, en tout cas des entreprises acteurs dans les énergies renouvelables, puisque j'interviens moi en tant que représentant des fonds d'investissement pour investir un peu dans les projets à caractère énergétique dans le monde. Donc à commencer par la Réunion, bien sûr, puisque là vous parlez de la Réunion. La Réunion n'est pas seulement une terre d'avenir en termes d'énergie. La Réunion a d'abord été pionnier en termes d'énergie. Il faut savoir que la première centrale de 1 MW sur toiture, et même les deux premières centrales de 1 MW sur toiture, qui sont certes très, très faibles maintenant en termes de taille, mais à l'époque, en 2006, ça a été très grand. Ça a été la plus grande centrale de France. Les deux plus grandes centrales de France ont été installées à La Réunion. Le premier permis de construire en termes de centrale au sol, ça a été accordé à La Réunion. Donc il y a, notamment dans le sud, mais dans l'est aussi maintenant, un certain nombre de centrales solaires, de grandes centrales qui sont installées. On est en train de finir d'installer, alors parce que j'interviens dans la phase financement en partie, mais il y a une centrale qui est assez je dirais, originale, qui est en train de s'installer au port, à la prison du port. Vous pouvez le voir quand vous passez sur la 4 voies. Cette centrale a été assez originale parce qu'elle a permis, par exemple, non seulement d'installer cette centrale en tant que telle photovoltaïque, mais elle a été mise avec un concept d'agri-solaire, d'une part, permettre à des prisonniers de s'insérer, de préparer leur insertion, donc d'apprendre tous les domaines, de travailler dans le domaine de l'agriculture, par exemple, à travers ces fermes agri-solaires qui sont installées à l'intérieur. D'apprendre aussi à certains autres prisonniers de s'insérer en tant qu'électricien, en tant que charpentier, en tant que travailleur dans le VRD, terrassement. Donc on a essayé de combiner, valoriser un petit peu l'insertion de ces gens dans le travail, en ayant participé donc à la construction de cette centrale. Maintenant, on a parlé beaucoup moi j'aurais rajouté à ce titre de quel métier d'avenir, face à, je poserais la question, effectivement, face à la croissance de la population, dans le domaine, on s'aperçoit que comme la population s'accroît, bien évidemment, on aura besoin de plus en plus d'énergie. Mais cette production d'énergie, elle doit être aujourd'hui pas juste produite en masse, elle doit être aussi maîtrisée. L'énergie doit être maîtrisée parce qu'elle n'est pas, je dirais, c'est pas une énergie. Certes, c'est une énergie renouvelable, mais elle n'est pas. À un moment donné, elle va être limitée, quoi. On va être limité. Nous, on a eu un gros souci en 2010 à La Réunion. On a été assez pionniers dans le domaine de l'énergie renouvelable. Il y a eu pas mal de projets qui ont été développés. J'ai participé au financement, à la construction du parc éolien à Sainte-Suzanne, de pas mal de parcs photovoltaïques ici à La Réunion, jusqu'à un moment donné en 2010 où il y a eu un coup d'arrêt, tout simplement, et je vais vous dire, parce que c'est vraiment la raison, face à un abus
des outils de défiscalisation qui ont permis au développement de ces parcs solaires. Ça a fait un certain nombre de scandales que vous avez vus certainement dans les journaux, mais en tous les cas, cet abus, qui est purement un abus de droit face aux outils de défiscalisation, qui ont fait aujourd'hui, qui ont fait prendre la décision d'arrêter l'appui de ce développement par les tarifs de rachat, par les défiscalisations qui ont été arrêtées. Donc aujourd'hui, on se trouve avec un certain nombre de compétences liées, parce que bien évidemment, je pense, il y a des lycées professionnels qui ont développé des formations liées à ce développement du domaine de l'énergie en France, à La Réunion, pardon, et qui sont trouvés arrêtés tout d'un coup. Donc on a un certain nombre de compétences aujourd'hui au niveau des ingénieurs, au niveau des techniciens qui sont là. Et donc, on a, dans mon métier, moi, qui vise à parcourir le monde pour essayer de financer des projets de l'énergie dans les endroits où l'énergie renouvelable est encore bien favorisée, j'essaie, à mon humble niveau, d'amener les compétences réunionnaises en termes d'études, en termes de construction, en termes de maintenance de ces centrales photovoltaïques. Nous avons une ancienne... Moi, je suis un ancien d'une société, notamment, j'étais directeur de développement d'une société, justement, dans le domaine du solaire, hein, qui est Corex Solar. J'ai amené cette même société dans des opérations en Ukraine aujourd'hui, dans des opérations aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie, mais des opérations aussi aux États-Unis, où j'ai essayé d'amener ces sociétés-là, où les anciens membres de cette société-là à développer des projets. Donc je crois que là, ça c'est une première phase. La deuxième phase aujourd'hui sur laquelle on peut avoir un espoir de développement dans le domaine de l'énergie, c'est dans la partie maîtrise de l'énergie. Là encore, on a un gros savoir-faire au niveau de La Réunion qui n'est pas, à mon sens, suffisamment exploité, parfois par manque de volonté politique et parfois par juste manque d'opportunités. Moi, j'ai l'opportunité de voir un peu, de voyager, qui me permet d'avoir du retour sur les besoins. Mais je pense qu'aujourd'hui, parmi vos clients, chers experts comptables, parmi vos clients qui sont dans le domaine de la clim, par exemple, aujourd'hui, la clim n'a plus d'avenir à La Réunion à cause de la loi de RTA-DOM. Dans les programmes de promotion immobilière aujourd'hui, on interdit l'installation des climatiseurs quasiment. Et certaines entreprises, il y en a une notamment que j'accompagne actuellement dans le cadre de mes missions, où il s'est dit qu'est-ce que je vais faire, l'installation de clim, ça devient difficile. Moi, je l'ai conseillé, j'ai dit, mais d'amener vers d'autres domaines. Et du coup, il s'installe, il devient un des plus gros installateurs de ventilateurs, de brasseurs d'air dans l'île. Il est en train de le devenir en tous les cas, parce qu'il a découvert que, alors qu'il est dans le métier de la climatisation, il a découvert que la RTA-DOM existe et qu'on n'installe plus de climatiseurs dedans. Donc, c'est vrai que parmi vos clients, il y a des gens ils sont tous comme tout le monde. Première chose à faire quand on se réveille, c'est qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais avoir comme boulot. Il va aller se taper à droite à gauche, il va répondre aux appels d'offres, mais il n'a pas le temps d'analyser un peu l'évolution. Voilà. Donc, pour se recentrer sur cette histoire dans le secteur de l'énergie, je pense qu'il y a un secteur sur lequel il y a espoir aujourd'hui à La Réunion dans le développement de l'emploi. Ça reste le service qui reste tout ce qui tourne autour de la maîtrise de l'énergie et la partie maintenance et l'ingénierie dans les centrales électriques à base d'énergie renouvelable. Voilà un peu ma vision de l'activité. Merci Harry pour votre présentation. Pour terminer avec le dernier secteur qu'on a voulu un petit peu ponctuer, donc qui est un petit peu transversal, service à la personne. On le disait en introduction, l'augmentation de la population, la durée de vie, les modes familiaux qui ont aussi évolué. Donc Johnny Dijoux, vous dirigez Proxime Service. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement sur ce changement et ces mutations actuelles ? Mesdames et messieurs, bonjour. Peut-être dans un premier temps dire un mot quand même sur la structure, et après je vous présenterai un petit peu l'évolution des métiers potentiels à terme. En ce qui concerne la structure, elle a été créée en 1988. Il y avait donc une volonté de se positionner sur un secteur qui était le secteur de l'aide à domicile. Donc ce secteur, on est bien avant la loi Borloo, hein, on est en 1900... Ah, on entend mal. Voilà, peut-être qu'on entend mieux. Donc, effectivement, une volonté de créer une structure qui soit spécialisée
dans tout ce qui relève de l'aide à domicile. Puisque, à l'époque, effectivement, la loi Borloo n'existait pas, et c'était un marché relativement nouveau. Le but était de sortir de ce qui existait qui était au noir, hein, sur tout ce qui était délégation d'aide à domicile, de ce qu'on appelait les employés de maison qui étaient au noir, et de créer une structure qui puisse professionnaliser donc le secteur. Donc cette structure a sollicité ce qu'on appelle l'agrément qualité, a sollicité quelque temps plus tard une extension de l'agrément qualité pour faire de l'accompagnement des familles fragilisées. Donc c'est une intervention un petit peu différente dans la mesure où c'est un accompagnement que l'on fait auprès des familles défaillantes sur le plan de l'éducation, notamment pour protéger les enfants. Donc souvent quand on parle de l'aide à domicile, on ne voit pas nécessairement cet aspect des choses. Cette structure, aujourd'hui, c'est une structure qui a 600 salariés intervenants, 60 personnels d'encadrement. C'est une structure qui par ailleurs, vend ses services auprès de 1800 clients pour le service mandataire, puisque nous avons 2 services. Un service mandataire où nous sommes gestionnaires pour le compte d'employeurs, et puis il y a un service de vraie prestation où nous déléguons effectivement du personnel au sein des familles. Donc voilà un petit peu pour la présentation de la structure. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette structure, elle applique la convention collective de la branche d'aide à domicile. On a été précurseur, je pense pratiquement précurseur, hein, puisque ça date des années 2005. Aujourd'hui, il faut savoir que l'on soit structure associative, parce que je ne l'ai peut-être pas dit, mais nous sommes structure associative, ou que l'on soit aujourd'hui structure à but lucratif, à partir du mois de décembre, on doit appliquer donc effectivement des conventions collectives. Donc nous, depuis 2005, on applique cette convention collective de la branche d'aide à domicile, et peut-être que je vais vous étonner, mais dans la convention collective de la branche d'aide à domicile, il y a tout un éventail de métiers. Les métiers intervenants, on les connaît, hein, ce sont des métiers notamment qui gravitent autour de tout ce qui relève de l'aide à domicile, des auxiliaires de vie sociale. Mais au-delà de ça, on peut avoir aussi, par exemple, des travailleuses, des techniciennes d'intervention sociale et familiale. On peut avoir des ergothérapeutes, on peut même avoir des médecins. Et c'est important de retenir cela, parce que tout à l'heure, quand je vais vous présenter les évolutions de la loi, vous verrez que on nous demande de plus en plus de ne pas simplement avoir une action, je dirais, un peu curative, une action où on intervient au domicile pour pouvoir servir une prestation d'aide et d'accompagnement, mais vous verrez que la loi nous demande de plus en plus d'intervenir également dans le cadre de la prévention auprès des personnes qui sont en difficulté. Donc de la prévention et de la promotion de la santé, aussi des actions sur le plan de la diététique. Ce sont des choses qui sont de plus en plus demandées par l'État, mais aussi par le département et la Caisse générale de sécurité sociale. Alors, pour essayer maintenant peut-être d'avoir une vision un petit peu plus large de ce que nous faisons, il faut aussi comprendre qu'il y a une grosse problématique dans le secteur, et cette problématique-là, elle vient essentiellement... Monsieur Fabin l'a évoqué tout à l'heure, hein, c'est le problème de la solvabilité du coût de la prestation. Donc aujourd'hui, il y a un coût de prestation qui est ce qu'il est, et ce coût de prestation, malheureusement, il n'est pas nécessairement toujours couvert par les allocations qui sont données. Alors, je vais m'expliquer. Il faut savoir que vous avez à peu près 10% de la population qui est en mesure de payer une prestation d'aide à domicile. Vous en avez 30% qui sont plutôt qui ont besoin d'avoir une allocation et de payer une quote-part, et vous avez 60% de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté et qui n'est pas en mesure de payer cette allocation, cette prestation. Donc ils ont un besoin d'avoir une allocation qui est soit donnée par la sécurité sociale, soit par le département. Alors on connaît ces aides, hein, c'est les aides ménagères, c'est l'APA, pour pouvoir justement solvabiliser le coût. Or, on sait que le secteur est déficitaire d'aide de l'État
à hauteur de 3 milliards depuis déjà au moins 2 ans ou 3 ans, ce qui explique qu'il y a un déficit de financement auprès des départements et que les départements eux-mêmes ont du mal à trouver ces fameux 3 milliards pour pouvoir solvabiliser le coût de la prestation. Du coup, l'ensemble des prestataires se retrouvent aujourd'hui dans des astuces ou des intelligences de fonctionnement pour essayer de maintenir effectivement le niveau de prestation. Il n'y a pas de secret, aujourd'hui il est à 18 € de l'heure. Alors, ce qui est un petit peu paradoxal, c'est qu'il y a des déficits, il y a des problèmes pour solvabiliser, mais cela a été clairement dit tout à l'heure, il y a de plus en plus de personnes qui vieillissent. Il faut savoir qu'en 2020, vous aurez un Français sur 3 qui aura plus de 65 ans. Il faut savoir que le nombre de centenaires, il était à peine 2000 en 1900. Il est aujourd'hui, en 2010, il était de 14 000. Il sera de 20 000 en 2020. Donc ça veut dire qu'il y a à la fois de plus en plus de personnes qui ont besoin d'aide et d'accompagnement, et il y a une durée de vie qui s'allonge considérablement. Le problème, c'est que malheureusement, même si on a une durée de vie qui s'allonge, le Français moyen n'est pas nécessairement en bonne santé. Sa santé reste quand même très mitigée. On sait qu'à La Réunion, il y a pas mal de maladies invalidantes. On connaît les dégâts que peuvent causer effectivement également le diabète. Et je passe sur d'autres maladies. Et c'est pour cela qu'il y a une loi qui a été votée au mois de septembre 2014. Cette loi, elle s'appelle, je vais vous donner le nom de cette loi, parce qu'elle n'est pas nécessairement très connue, elle n'a pas été médiatisée. Il s'agit de l'adaptation au vieillissement de la population française. Et cette loi s'appuie sur... il y a 3 piliers. Premier pilier, c'est la prévention. Le deuxième pilier, c'est comment accompagner effectivement la personne chez elle et comment faire de l'animation et comment mieux soutenir aussi les structures qui sont prestataires et comment peut-être mieux les rémunérer pour qu'elles puissent accomplir un certain nombre d'actions qui relèveraient du service public, comme on l'a cité tout à l'heure, à savoir assurer des actions de prestation pour la promotion de la santé, des actions de prévention des chutes pour réduire effectivement la mortalité et assurer un mieux vieillir auprès de ces personnes. Et l'autre facteur, c'est tout ce qui relèverait de la technologie, puisqu'il y a tout un secteur qui se développe, je dirais, à proximité de ce qu'on appelle l'économie du vieillissement. Hein, c'est ce qu'on appelle la silver economy. Et cette silver economy s'appuie beaucoup sur la gérontechnologie. Et donc, pour déboucher maintenant sur comment nos métiers vont évoluer, nos métiers vont évoluer, premièrement, parce qu'il va falloir certainement de plus en plus assurer l'interface entre le monde hospitalier et le monde du domicile. À l'époque, on disait que la santé se focalisait sur l'hôpital. Aujourd'hui, il y a un nouveau paradigme qui émerge, c'est de dire que tout doit être centré, en fait, sur le domicile. Et comment on assure au domicile un bien-être et un vieillissement qui se fasse dans de bonnes conditions. Et comment on peut ajouter des années de plus à la vie de la personne âgée, parce que justement, on va être aussi dans la prévention. Donc ça, ce sont des éléments qui aujourd'hui ne sont pas du tout incorporés au système de formation de nos intervenants. Aujourd'hui, on est plus à servir une prestation pour le maintien à domicile et pas nécessairement à réfléchir sur comment on va aider la personne à bien s'alimenter, comment on va peut-être ordonner et aménager l'espace de vie pour qu'il soit moins accidentogène. Ce sont des éléments nouveaux. L'autre élément, c'est bien sûr le fait qu'il est important d'introduire aussi de la technologie. Alors, probablement, demain, nous aurons des aides à domicile qui auront une tablette. Avec cette tablette, elles recevront directement leur protocole et leur mission. Il n'y aura plus besoin de passer probablement au siège pour avoir les missions, que les états de pointage seront également dématérialisés, qu'elles iront retirer probablement leur bulletin de salaire et peut-être des consignes de travail directement sur un portail, et peut-être même qu'on organisera de la formation via Internet. Donc ce sont des choses qui vont probablement évoluer. L'autre chose qui va évoluer, c'est que la personne âgée elle-même,
elle sera de plus en plus sécurisée. On parle aujourd'hui de téléassistance, on parle de télévigilance, on parle de smartphones qui soient adaptés à la personne âgée, probablement avec des gros boutons, où il y aura des messages très simples, mais aussi probablement des smartphones qui permettront de communiquer sur l'état de santé de la personne. Le smartphone fera aussi tensiomètre, par exemple. Donc ce sont des éléments qu'il faut aussi incorporer aujourd'hui au niveau de nos aides à domicile, parce qu'elles vont devoir aussi être en mesure d'expliquer à une personne âgée comment on utilise un smartphone qui soit adapté aux personnes âgées. On va devoir probablement aussi leur expliquer comment elles peuvent, sur la base d'un diagnostic qui soit donné par le smartphone, peut-être établir, je ne dirais pas un diagnostic, mais au moins être en capacité de relayer de l'information auprès d'autres disciplines. Et donc, il est important de travailler l'interface avec les autres disciplines que sont les médecins qui interviennent à domicile, les kinés, les infirmiers, etc. Comment mieux communiquer? Ça, c'est quelque chose qui reste à travailler. Donc, je pense que le monde de demain, c'est avant tout un monde qui va travailler sur la partie de la connexion. La personne âgée sera connectée avec le monde extérieur et cette personne âgée devra aussi être accompagnée par nos aides à domicile. Donc ce sont un petit peu les évolutions que l'on voit pour les, je dirais, à 4-5 ans. Après, probablement, il y a peut-être des évolutions plus radicales, mais compte tenu de la société réunionnaise, je pense qu'il faut aller par paliers. Malgré tout ce qu'on dit, on parle beaucoup de technologie, il ne faut pas oublier que le cœur de métier, c'est le lien social qu'on tisse avec la personne âgée. Et ce lien-là, c'est quelque chose qui, de toute manière, va demeurer le socle du métier et qui ne pourra, à mon avis, jamais disparaître. On a bien compris, effectivement, merci, que le point que vous insistiez sur les technologies sera plutôt pour les fonctions support et permettre d'avoir des outils de qualité pour... vous le disiez, vous regrouperez peut-être 600 personnes. Donc, quand on préparait ensemble et qu'on en discutait, on imagine bien que de faire une réunion pour 600 personnes, c'est pas forcément facile à organiser. Donc, les outils de technologie pourront forcément là beaucoup vous aider. Pour synthétiser un petit peu, on a pu voir que l'environnement réglementaire peut et a déjà depuis quelques années, mais continuera. On l'a cité dans l'agroalimentaire, mais aussi dans le domaine énergétique. Fait apparaître certains besoins de compétences spécifiques sur le contrôle qualité et autres, que les technologies de toute façon se diffuseront complètement à l'intérieur de nos métiers. Mais voilà, encore une fois, il nous avait paru important à travers ces différents secteurs de pouvoir vous donner des témoignages de chefs d'entreprise pour non pas donner une voix, encore moins une liste de métiers de demain, mais au moins pour ouvrir un petit peu à la réflexion. Pour continuer sur cette réflexion, je vais vous inviter donc maintenant à débattre et peut-être à nous poser quelques questions ou à interagir. Michel a une question. Merci, bonjour à tous. Ma question s'adressera à Philippe. Au-delà des nouveaux secteurs d'activité, des métiers de demain, tu nous as dit tout à l'heure que le développement de notre île passait entre autres par le développement de la consommation des ménages et donc de leur rémunération. Alors, au-delà de toute considération politique, dont je te fais grâce, peux-tu nous dire quel serait d'après toi l'impact de l'éventuelle suppression de la prime de surrémunération de la fonction publique? L'impact économique. C'est une question difficile, c'est un dossier complexe. D'abord, sur les revenus. Il faut savoir que les revenus à La Réunion, les revenus moyens des ménages réunionnais sont encore presque 30% inférieurs aux revenus moyens des ménages français. C'est un gros écart, un très très gros écart. Et pourquoi les revenus moyens sont inférieurs à La Réunion? Pas parce que les salaires sont plus bas ou les prestations sociales plus basses qu'en France, c'est simplement parce qu'il y a moins d'emplois. Et on en revient à la question de l'emploi. Donc je voulais juste redire ça avant de parler des surrémunérations. C'est-à-dire qu'en gros, pourquoi les gens touchent moins d'argent en moyenne? C'est parce que, tout simplement, en France métropolitaine, en gros, il y a à peu près 2/3 des gens en âge de travailler qui ont un métier et un revenu. À La Réunion, c'est à peine 40%. L'objectif européen, c'est 75%. Vous voyez comme on est loin. Le problème à La Réunion, c'est que ce dont on manque, c'est d'emplois marchands. En gros, quand vous regardez, il y a à peu près autant de fonctionnaires à La Réunion pour 1000 habitants qu'au national. Vous prenez la fonction publique d'éducation, de santé, fonction publique nationale, territoriale, etc., etc.
en gros, on n'a pas une surprésence de fonctionnaires à La Réunion. On a une sous-présence d'emplois marchands. Alors, sur la surrémunération, moi, honnêtement, j'ai pas réussi à me faire un avis entre toutes les choses parfaitement opposées que j'ai pu entendre là-dessus. C'est-à-dire que il y a ceux qui défendent l'idée selon laquelle c'est un revenu pour le territoire. Et par exemple, la Polynésie française, à une certaine époque, a fait des études pour démontrer à l'État français que les surrémunérations étaient une absolue nécessité pour le maintien du modèle économique. Parce que si on retirait ça, tout d'un coup, ça faisait un manque à gagner pour l'économie locale et une chute de consommation, notamment des ménages. Il y a plein d'effets pervers dans les surrémunérations, et si certains d'entre vous bénéficient de surrémunération, qu'ils me pardonnent ce propos, mais c'est pas un jugement personnel. Je veux dire, les choses ont été largement étudiées en long, en large et en travers. Il y a réellement des effets pervers sur les prix du foncier. Maintenant, deux choses là-dessus quand même. Un, on ne peut pas du jour au lendemain réduire le train de vie d'un ménage de 30%. Enfin, on peut. Ça s'appelle la Grèce. Mais globalement, un premier constat sur les surrémunérations, c'est que si à un moment il faut faire évoluer le système, parce qu'objectivement il date d'une époque, il faut peut-être rappeler l'origine de tout cela. Ça date d'une époque où on cherchait à attirer des gens à La Réunion, parce que La Réunion était une terre éloignée, hostile, où on n'avait pas envie de venir travailler. D'accord ? Donc il a fallu... vous savez que l'État français a en gros investi à La Réunion pour son développement à partir des années 60-70. 1960-70, c'est assez récent. Il y a eu une époque où il y avait des primes pour les déménagements, etc. À l'époque où c'était du bateau encore. Enfin bref. Globalement, la problématique autour de ça, telle que je l'ai entendue être décrite, est la suivante. D'une part, est-ce qu'on peut normaliser les choses ? Donc, est-ce qu'effectivement, on peut imaginer, ce qui n'est pas facile, une façon de se débarrasser progressivement des surrémunérations pour les effets pervers qu'elles peuvent avoir, sans affecter outrancièrement le revenu actuel des salariés du public ? Parce qu'à la limite, les nouveaux entrants, c'est autre chose. Il y a des systèmes qui changent. Est-ce qu'il est justifié de toucher 90% de plus dans un métier à La Réunion que le même métier en métropole parce qu'on travaille à Liedom, par exemple ? Parler de Liedom. Liedom, c'est un des top scores de surrémunération à La Réunion. Vous avez aussi l'audiovisuel qui est pas mal dans ce domaine. Vous en avez d'autres. Et donc, la grande question me semble être, si jamais cet argent-là n'est plus affecté aux fonctionnaires, ou si progressivement ça décroît, ou c'est pour les nouveaux entrants, comment on fait pour que l'argent reste ici ? Et ça me semble être le nœud du problème, parce que j'ai rencontré beaucoup de gens qui connaissent bien les rouages de l'État, qui connaissent bien un ministère qui s'appelle Bercy, et qui dit, si on touche à ça, l'argent ne reviendra pas ici. Et donc ça me semble être une des questions de fond en lien avec cela, c'est y toucher, pourquoi pas, avec l'accord des acteurs, ce serait mieux, mais surtout, comment on fait pour qu'un euro de surrémunération à La Réunion se transforme demain en un euro qui continue à servir la cause réunionnaise, même si ça ne transite plus par la fiche de paye d'un fonctionnaire. Voilà un des enjeux notamment. Et là, j'ai entendu personne amener la solution jusqu'à maintenant. En tout cas, j'ai croisé personne me dire « Eureka, je sais comment on garde l'argent à La Réunion ». Question combien difficile. D'autres remarques ou réflexions, monsieur ? Il y a un micro qui arrive. Merci, bonjour à tous. Monsieur Fabin a parlé d'investissements comme facteur clé de succès, les investissements directs extérieurs. Et à côté de vous, monsieur le représentant des entreprises d'énergie renouvelable, nous fait partager, si j'ai bien compris, une expérience à travers un fonds d'investissement qui lui permet d'exporter un savoir-faire réunionnais dans différents pays. Je voulais avoir, j'ai deux questions. Premièrement, est-ce que vous pouvez m'éclairer davantage sur le fonctionnement de ce fonds d'investissement ? Voilà. Et deuxième question, ce serait, a-t-on exploré toutes les voies d'export et adossé peut-être à des fonds d'investissement si cela a été utile ? Merci. J'allais dire, vous parlez à la bonne personne. D'abord, en tant que grand témoin à la préfecture aujourd'hui,
parmi les autres chefs d'entreprise qui ont été nommés comme grands témoins. Je suis particulièrement, on m'a particulièrement dédié le volet commerce international, effectivement. Et je suis en train de mettre en place, avec la préfecture, justement, le volet emploi à l'export des jeunes diplômés, avec la préfecture et avec le Pôle emploi. Donc je me sers du vivier de Pôle emploi pour voir un peu quelles sont les possibilités à l'export pour les gens. Alors là, on travaille à partir de BTS pour l'instant, pour des raisons pratiques et des besoins qui ont été identifiés. On commence au BTS. Votre question, c'est comment intervient le fonds d'investissement. Le fonds d'investissement, pour moi, pour l'instant, c'est un prétexte financier, parce qu'il faut bien trouver Alors, mon travail consiste à trouver des projets rentables pour le compte de mes clients, investisseurs ou des représentants de ces investisseurs. Aujourd'hui, je suis, parce que c'est historique en ce qui me concerne, je suis dans le volet énergie. Mais le fonds d'investissement ne permet pas l'export. Le fonds d'investissement est un prétexte ou un support qui me permet de travailler sur des projets dans le domaine de l'énergie, de manière à exporter ensuite le savoir-faire des Réunionnais sur ces projets-là. Actuellement, je suis à Madagascar, par exemple. Je suis en train de mettre en place, puisque c'est plus facile pour l'instant là-bas qu'ici, compte tenu des réglementations, d'étudier à mettre en place une usine d'incinération. Au sein de cette usine, on va produire de l'énergie, laquelle énergie va servir bien évidemment à l'usine d'incinération. Donc on va créer des filières de collecte de déchets, des gens qui actuellement dans les rues de Tananarive aujourd'hui, ils ramassent de toute façon les déchets, donc tant qu'à ramasser, autant que ça soit utile. Donc en gros, je schématise un petit peu, ne voyez pas de caractère choquant dans mes propos, mais ce que je veux dire, autant que ça soit utile. Donc on essaie de valoriser le déchet qu'on collecte dans les rues de Tana aujourd'hui, qu'on va essayer d'implanter, de regrouper dans une zone où on va produire de l'énergie. Et cette même énergie servira à l'usine d'incinération, mais servira aussi à être revendue à l'industrie qui sera autour de cette zone industrielle. Mais pour développer ce projet-là, moi, j'ai eu que l'idée, j'ai que l'argent, si on peut dire. Mais derrière, si j'ai que l'argent et l'idée, je ne ferai rien. Donc, je suis obligé de m'appuyer sur les compétences des ingénieurs réunionnais de l'Université de La Réunion et pour exporter ensuite ce savoir-faire. Donc voilà le lien entre l'export et les fonds d'investissement. Merci. Une dernière une intervention de M. Cirizola. Oui, bonjour. Je suis très, très frappé. Les 4 intervenants, commencé par François Gauvry et puis les 3 qui ont suivi, tous ont parlé de la réglementation. Et on peut se poser la question, est-ce que l'occasion de créer des fonctions nouvelles, des emplois nouveaux, c'est l'application de la réglementation? Poussant le raisonnement à l'absurde, plus on va faire de règlements, plus on va créer d'emplois. Bon, et tous les entrepreneurs du territoire savent très bien que nous étouffons sous la réglementation. La simplification, on en parle, mais elle tarde à venir. Il faut les décrets, etc. Donc nous sommes noyés dans la réglementation au détriment de la mobilisation de l'énergie de chacun par rapport à l'innovation et, j'oserais dire, par rapport à la vraie économie. Bref, est-ce que, c'est une question que je pose aux uns et aux autres, hein, pas si quelqu'un peut le dire, mais est-ce je pense que le moment est venu de dire stop à la réglementation. Et au lieu de créer des textes nouveaux, des comités nouveaux, des hauts comités nouveaux qui ne servent à rien, la preuve, le résultat est là, hein, est-ce qu'au contraire, il ne faut pas créer des comités de déréglementation et de libérer les énergies véritables? C'est une excellente remarque, plus qu'une véritable question. Je ne sais pas si quelqu'un souhaite intervenir. En tout cas, là où on vous rejoint complètement, c'est que la réglementation doit être utile. Non, mais c'est amusant parce que sinon, dans mes notes, et je ne savais pas que Maurice serait présent dans la salle, mais j'avais mis simplificateur de procédures administratives dans les métiers d'avenir, mais je ne l'avais pas cité tout à l'heure. Et pour l'anecdote, effectivement, il y a peut-être un métier à créer. Puisqu'on nous parle de simplification, on doit réduire, diviser par 5, je crois, le nombre de textes et le millefeuille administratif. Et il y a vraiment, je pense, un métier à créer. Alors, ce ne sera pas dans nos entreprises, bien sûr, mais
c'est un métier d'avenir, à mon avis, et un métier nécessaire pour le fonctionnement de l'économie et de l'industrie. Oui, je suis d'accord que la réglementation doit encore une fois être utile et non pas compliquer la vie des entreprises. Juste un petit mot oui, bien là-dessus, sûr. si vous permettez. Moi, je reviens sur l'idée d'adapter les normes, en tous les cas, parce que dans le champ réglementaire, j'entends beaucoup, et depuis de nombreuses années, l'ADIR a beaucoup travaillé là-dessus notamment, mais l'idée selon laquelle les normes françaises et européennes sont parfois très judicieuses pour un territoire comme la Réunion, mais parfois beaucoup moins. C'est-à-dire le tri un petit peu, et je parlais du logement, du bâtiment, il y a le label Géocert qui a fait l'objet d'un travail, mais l'adaptation en tous les cas de certaines normes françaises à un territoire comme la Réunion, il y a des choses qui peuvent sembler surprenantes. Donc le nettoyage, il pourrait peut-être aussi s'effectuer dans ce domaine-là. Maintenant, rendons quand même hommage au cadre réglementaire qui donne aussi toute leur utilité aux experts comptables qui nous accueillent aujourd'hui. Ça, c'était pour la boutade. Je vous vois dodeliner du chef, Maurice. Excusez-moi, donc c'est pour ça que je voulais parler de ça au tout début. Je vous ai écouté, c'est très très bien. C'est-à-dire qu'on est français et réunionnais, et juste pour une anecdote, par exemple, au Brésil, les voitures, elles ont tous de la clim, parce que forcément c'est le Brésil, mais c'est l'hémisphère sud. Mais nous, on reçoit des voitures de l'hémisphère nord. Donc ça me fait, entre guillemets, marrer d'entendre qu'on est le numéro 1 européen à chaque fois, parce que, effectivement, mais dans les réalités sociales, moi, je ne suis pas pour l'indépendance, rien du tout, mais je pense qu'il y a beaucoup trop d'intermédiaires pour rebondir sur ce que tu disais, monsieur Spinoza, c'est ça? Maurice, enfin bref. En tout cas, je vous vois souvent à la télé, ça me fait plaisir que vous êtes derrière moi. Mais pour rebondir là-dessus, c'est vrai, je suis désolé de le dire, il y a beaucoup trop d'intermédiaires dans beaucoup trop de services. Et je pense que, par exemple, quand on parle de l'intermittence, c'est très très bien, mais on est le seul pays au monde qui le fait, c'est très bien aussi. On est souvent le seul pays au monde qui le fait, bon, c'est souvent très très bien. Mais au final, moi je suis parti dans d'autres îles, et j'ai un gros coup de cœur pour Maurice, pour d'autres îles aussi, parce que je me dis qu'à un moment donné, il faut savoir faire avec les forces qu'on a. Moi, ça me fait souvent rigoler aussi quand je vois les appels aux dons pour faire des films. Appel aux dons pour faire des films, on appelle aux dons. On fait des métiers artistiques, mais c'est aussi des métiers de passion, de désir, et il faut prendre des risques. Je trouve que là, on est dans un tournant où, dans tous les domaines, je pense même pour le carreleur, comme pour le réalisateur ou le producteur, ou pour le peintre en bâtiment, il y a trop d'intermédiaires et il y a trop de réglementation. Voilà. Merci pour votre intervention. Une question, monsieur? Oui. Oui, Moïse Nice, je fais du conseil aux entreprises et il y a quelque chose que je me suis rendu compte souvent, c'est quand les entreprises veulent muter à l'intérieur, quand ils font évoluer leur métier, quand ils font évoluer leur activité, suivant la taille, ils se trouvent à une confrontation qui sont les partenaires sociaux. Et donc, là, on parle de mutation. Et tout à l'heure, on a parlé de convention collective aussi. Et même si on a parlé de la réglementation, Philippe, tu as parlé de la réglementation, certes, par rapport aux produits, etc. Mais il y a aussi la réglementation par rapport aux partenaires sociaux. Effectivement, une mutation ne se décrète pas, c'est quelque chose qui se construit. Et je me demande comment on pourrait composer avec les partenaires sociaux pour que quand ça arrive, qu'on ne retrouve pas des choses comme on a vu avec les pilotes d'Air France ou qu'on va en retrouver dans plein d'autres entreprises. Quand il s'agit de muter, il y a un blocage qui se produit parce que c'est imposé, c'est décrété et ce n'est pas préparé. Et cette préparation passe notamment par l'éducation, mais aussi la formation, l'adaptation de l'appareil de formation, qui aujourd'hui encore n'est pas tout à fait prête, parce que quand on investit, notamment dans les lycées, quand on investit dans du matériel pour faire tel type de formation, tel type de diplôme, c'est pas, on pense pas forcément à cette mutation-là. Et du coup, on va retrouver sur le marché du travail des gens qui ont été formatés, tant sur le plan législatif que sur le plan technique, avec des diplômes qui ne sont pas forcément adaptés. D'où la nécessité, effectivement, d'accompagner et de préparer la mutation et préparer les gens avant tout, au-delà même du matériel ou de l'appareil de production, ce qu'on appelle les facteurs de production matérielle. Voilà, ça rejoint un petit peu ce que disait M. Dijoux tout à l'heure. Au centre de tout ça, il y a l'humain. Il faut préparer, il faut composer avec, et il faut et ne pas décréter. Et me pourtant, c'est quelque chose qui s'impose.
Vous avez raison, c'est pour ça que notre atelier effectivement était plus axé sur l'existant, la demande et les besoins, pour qu'ensuite les entreprises, et on peut même espérer demain la réglementation s'adapte aux entreprises et non pas à l'inverse, si je peux être un peu utopique. Sachez que cet après-midi, l'atelier par contre est spécifiquement consacré à ces thématiques-là, donc je vous invite à y être présent. Je laisserai à Marcelino Burel peut-être une question ou une remarque. En fait, c'est pas une question, c'est une remarque ou un complément d'information. Et je voulais répondre en partie à M. Govrit sur ce qu'il a dit tout à l'heure. Donc vous avez parlé de SPA, si j'ai bien compris, simplification des procédures administratives. Mais moi, je voulais parler du SBA. Et ça répondait un petit peu à votre remarque de tout à l'heure. SBA, non pas le Small Business Act, mais la stratégie de bon achat. Alors, stratégie de bon achat, j'insiste, c'est important. J'en parle parce que c'est CGPME qui soutient, qui porte cette stratégie. Nous, Ordre des experts comptables, on a participé évidemment à quelques discussions autour de ce SBA et on va se lancer dans le soutien de cette action. Alors, stratégie de bon achat, ça veut dire faire passer le message auprès des acheteurs publics sur le fait qu'un achat public doit être un élément cohérent et un élément qui doit servir à la construction du territoire. Et donc, ça rejoint votre problème d'achat de poulets pour les écoles notamment. Hein. Bon, voilà. Donc, c'était juste pour dire qu'il y a une philosophie derrière et qu'il est important que les chefs d'entreprise qui sont là entendent ça. Dans la commande publique, demain, on va essayer de pousser la stratégie pour que l'acheteur public puisse réfléchir à ce que son acte d'achat doit être un acte citoyen, certes, et un acte d'investissement du territoire. Mais il faut aussi qu'en face, deuxième responsable de cet acte d'achat, c'est le consommateur lui-même, qu'il ait conscience que quand il achète sur le territoire, il crée des emplois sur le territoire. Voilà. Merci pour ce mot qui pourrait être du coup celui de la conclusion, non peut-être Non, mais juste pour rebondir. Oui, pour rebondir là-dessus. Je disais 50% de la commande publique en volaille qui est importée. En chiffres, c'est 838 tonnes. En emploi, c'est une centaine d'emplois. Donc si demain, nos décideurs publics décident de manger de la volaille locale, c'est une centaine d'emplois et je m'engage ici à les créer immédiatement si les décideurs publics décident de passer immédiatement toutes leurs commandes en volaille fraîche au lieu de les passer en volaille congelée, parce qu'en plus, il n'y a pas de problème de code de marché public. Il suffit juste de mettre le mot frais dans l'appel d'offres et l'affaire est jouée. Voilà. Et on parlait de SBA aussi. On a construit une usine, c'est 2 ans de travaux. On a fait le choix de saucissonner en 30 silos l'ensemble des marchés de cette usine-là. On aurait pu, par simplification, commander une usine clé en main à une major. On a saucissonné en 30 silos pour permettre à toutes les tailles d'entreprise voilà. Donc on a fait du SBA, un peu comme M. Jourdain, sans le savoir, mais voilà, je voulais juste ajouter ce témoignage. Vous avez raison, c'est important, c'est un engagement important. Il me reste donc à vous remercier encore une fois pour avoir participé à cet atelier. Je vais vous demander d'applaudir nos intervenants qui ont bien voulu se prêter au jeu des questions. Remercier également les étudiants de l'IAE, Master CCA, qui ont participé également avec nous à ces travaux. Vous dire que les retranscriptions seront faites en vidéo. Donc Jocelyne Native, qui représente la compagnie Commerce Compte, et moi-même sommes très heureux de vous avoir accueilli à ce moment-là et on vous invite donc dès maintenant au déjeuner. Merci encore à vous. Les sciences également de l'informatique sont des sciences très importantes et toute l'énergie verte. Et ici, quand je vois le nombre de bâtiments verts que vous développez, je pense que vous devriez, au contraire, développer, appuyer tous ces bâtiments qui sont, je pense, une pépite d'information pour le reste de l'Europe. Donc, je voulais vous montrer quelques-uns de ces marchés.